Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. On a eu une bonne nouvelle au cours des dernières semaines. On a été sélectionné dans la catégorie Favori 2024 de Apple Podcasts, qui est un diffuseur important des podcasts. Donc nous, chaque semaine, sur la plateforme Apple, on peut retrouver Ouvre ton jeu. Alors, ils ont sélectionné 10 podcasts canadiens et on fait partie de ces 10-là. Et il y en a seulement 2 qui sont québécois francophones et on en fait partie de cette petite minorité dans ce qu'ils ont sélectionné. Alors, on est très, très très contents, en fait. Et j'ai envie de vous dire merci parce que si nous ont sélectionnés dans cette catégorie-là, c'est entre autres parce que vous êtes là à nous regarder ou nous écouter semaine après semaine. Et on voit, nous, par les chiffres, que souvent, il y a des gens qui arrivent une première fois, qui découvrent le podcast et qui peuvent voir, entre autres, sur la chaîne YouTube, qu'il y en a plus de 80 autres qui sont disponibles. Donc, il y a des épisodes qu'on a fait il y a longtemps et finalement, à un moment donné, une semaine, oups, il se passe quelque chose et tout d'un coup, il y a plusieurs clics qui se font. C'est la beauté des podcasts parce qu'ils restent en ligne. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes, vous allez toujours les retrouver. Et ça me permet aussi de vous parler de Patreon. Patreon, c'est vraiment une chaîne payante où maintenant, on a notre page de Ouvre ton jeu et il y a différents niveaux d'abonnement, mais l'avantage, c'est que vous avez le podcast une semaine à l'avance et ce, sans aucune publicité. Et tranquillement, on va rajouter des niveaux et mon objectif est vraiment de faire un question-réponse avec vous. Donc, quand on est membre, un soir, on se branche et je réponds à vos questions. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime ça, vous lire des commentaires parce que je trouve que ça apporte une profondeur au podcast qu'on fait parce que moi, je suis étonnée de l'impact que les invités ont à chaque semaine. Quand je me promène, vous êtes nombreux et nombreuses à venir me raconter un petit bout de votre vie suite à ce que vous avez entendu d'un invité. Et ça, je peux vous dire, c'est pas rien d'avoir l'impression d'outiller les gens, d'arriver avec des fois des angles qu'ils n'avaient pas pensé, avec des fois même avec des réponses grâce au témoignage des invités. Et Louise, je vais vous lire un extrait d'un message. Elle nous dit « Dernièrement, la chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est d'être complètement bouleversée par Élisabeth Rioux et ce qu'elle avait vécu comme situation de violence conjugale. Cette entrevue avec cette jeune femme brillante, inspirante et remplie de projets m'a profondément remuée. Je voulais vous remercier d'avoir donné une tribune à Élisabeth et ainsi lui permettre de raconter son histoire parce que je sais que ça peut inspirer d'autres femmes à avoir ce courage. » Ça, le nombre de commentaires qu'on a reçus suite au témoignage d'Élisabeth Rioux et le podcast, c'est ça, hein? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de tabou. On prend les gens tels qu'ils sont. Et ça, il n'y a pas d'autre intention que celle-là quand ils répondent aux questions. Je vais vous en lire un dernier de Mel. Elle parle de l'épisode avec David Goudreau où elle dit « Wow, j'aime les épisodes en général, mais cet épisode avec David est particulièrement riche. J'aime beaucoup ses œuvres en général. Son histoire est inspirante et vraie, mais quel humain! Même si l'on surmonte des défis dans la vie, les démons sont toujours près de nous. C'est un combat de tous les jours et de les empêcher de nous atteindre. Merci. » Et je peux vous dire que si vous n'avez pas vu cet épisode-là de David Goudreau, à un moment donné, il parle des différents traits de personnalité et j'en ai reçu des spécialistes là, au cours des dernières années. Et sa façon de raconter les enjeux des fois de santé mentale en fonction des différentes personnalités, c'est d'une pertinence incroyable, mais d'une clarté que j'avais rarement entendue. Il faut dire aussi qu'il est travailleur social de formation et il vit aussi avec des enjeux. Alors, cet épisode-là en vaut réellement le détour, tout comme les autres. Mais pour ceux qui ont des enjeux de santé mentale ou encore de dépendance, c'est sûr que c'est un incontournable. Comme Élisabeth Rioux, si vous avez des enjeux de violence conjugale, c'est aussi un incontournable. Je dois remercier mon équipe et les partenaires. Les partenaires, vous le savez, Karine Jonca est là depuis le début et elle nous permet justement de faire en sorte qu'on peut vous le présenter sur toutes les plateformes et ça gratuitement. Et elle vous offre, si vous rendez en ligne sur son site web, un code promo qui va vous donner 15 % de rabais sur l'ensemble des produits. Alors, le code promo Ouvre ton jeu
15. La même chose pour Eros et compagnie. Eros vous offre un code promo, Rose 15, et c'est sur les achats en ligne uniquement. C'est important parce qu'il y en a des fois qui me disent « je me suis rendu au magasin, ça ne fonctionnait pas ». Non, parce que c'est vraiment des codes promo pour les commandes en ligne. Et Opto Réseau sont en grand solde, jusqu'à 50 % de rabais sur plusieurs montures. Et ça, vous avez le temps parce que ça dure jusqu'au 10 janvier 2025. Évidemment, mon équipe sans qui rien ne pourrait exister. Caroline Dionne qui est à la coordination, David Bourgeois qui est à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Étienne Collard à la captation. Aujourd'hui, c'est le temps que je vous parle de l'invité. C'est un gars, vous allez voir dès le départ, je lui dis, je ne le connaissais pas, je l'ai vu dans plusieurs séries, mais quand il a gagné son Gémeaux, wow, il s'appelle Robin Joël Cool. Peut-être que vous l'avez vu, il a donné plusieurs entrevues depuis qu'il a gagné son Gémeaux. C'est un homme, donc je suis vraiment curieuse d'aller plus loin avec lui parce qu'il y a quelque chose de différent. On sent que c'est un homme libre, un homme honnête. Je sais pas, il dégage comme une sincérité. Alors, je vous laisse en sa compagnie. Donc, place à Robin Joël Cool. Ben, premièrement, accepter notre face, accepter notre langue, accepter notre accent, accepter qu'il y a 80 acteurs québécois qui sortent des écoles à tous les années, puis que moi, je suis un Acadien là-dedans. À un moment donné, je disais, si vous voulez un personnage québécois, ben prenez-en, il y en a en masse. Je serai celui qui sera différent, tu sais. Puis d'embrasser ça. Il y en a que ça va être avec le poids, le casting. Il y a des acteurs qui ont plus de poids, volumineux, ils vont jouer un tel type de rôle. C'est dur d'accepter son poids, d'accepter. C'est un casting qu'on a. Il y en a qui sont jeunes premiers, ils sont beaux, ils vont jouer Roméo. Moi, j'ai le nez un petit peu croche, je suis asymétrique, j'ai comme une gueule un peu passe-partout. J'ai un casting un peu de méchant par moment. J'ai été souvent cassé là-dedans. Donc, mes enfants n'aimaient pas ça que je joue les méchants. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. C'est la première fois que je le rencontre. Je l'ai vu dans plusieurs téléséries sans savoir c'était qui, mais il m'intriguait par sa façon de parler parce que c'est une couleur de langage que je connais bien et qui m'est très familière. Donc, j'avais déjà un penchant. Et quand je l'ai vu remporter un Gémeaux, là, ça a été un coup de cœur. Et je voulais absolument le recevoir ici pour qu'on le connaisse tous davantage. Il s'appelle Robin Joël Cool. Bonjour, Robin. Bonjour. Hey, là, c'est un nom, là, faut pas, je vais t'appeler Robin, c'est correct? Robin, c'est parfait. Le monde m'appelle Robin. Ben oui, parce qu'on dirait que Robin Joël, j'ai tendance à dire Joël Robin, mais c'est Robin Joël et Cool, c'est vraiment ton nom de famille. C'est un nom qui est quand même bien connu, qu'on connaît moins, mais il y en a d'autres cool. Il y en a d'autres. On n'est pas beaucoup. C'est un nom originaire d'Écosse. Puis moi, je viens du Nouveau-Brunswick, Tracadie. Puis c'est une ville, Tracadie, étrangement, qui est beaucoup de noms écossais qui ont pris la région puis que maintenant parlent français, mais avec des racines écossaises. Mais c'est un nom quand même qui est le fun à porter. C'est un beau nom. C'est un nom qu'on se rappelle. Tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, on me disait... Là, tu vas me dire ton vrai nom, garçon, parce que sinon, tu l'auras pas le canot. Je dis, c'est mon vrai nom, cool. On me croyait pas tout le temps, c'est là. Mais j'ai toujours aimé ce nom-là, puis c'est un nom que je suis fier d'avoir légué à mes fils aussi, puis c'est ça, c'est un nom qu'on se rappelle. Puis Robin Joël, c'est la première fois, moi, que je vois cette composition de nom-là. Oui, c'est un nom des années 80. Ma mère vient d'une famille un peu excentrique. Je sais pas, ils avaient des goûts particuliers, mais on m'a jamais vraiment appelé dans la famille Robin Joël. C'est plus genre d'une forme plus officielle. OK. Ouais. Donc, Robin, tu réponds bien à ça. Oui. Je parlais des Gémeaux tantôt. Quand tu as parlé de ta mère qui était une sorcière, je pense que tu t'en es fait parler dans toutes les entrevues que tu as fait après. Comment a pris ta mère cette révélation-là? Extraordinaire. Elle avait booké cette semaine-là, elle avait comme un petit colloque de sorcières, là, il faisait des événements, puis là, elle avait 10 rendez-vous possibles d'une demi-heure, puis ça s'est rempli tout de suite. Là. Puis je pense qu'elle monte en expérience de vie, elle a beaucoup de tours autour du soleil, puis je pense qu'elle aime ça. C'est toujours quelque chose qu'elle a aimé, ça, le tarot, les choses ésotériques. Elle a eu une librairie ésotérique dans sa vie. C'est plus qu'une sorcière. Je dis sorcière. Elle-même se considère une sorcière, mais elle s'est battue pour les francophones au Nouveau-Brunswick. Elle a fait de la politique de toutes les parties. Elle a travaillé dans les pêches, dans la langue, dans l'intégration des personnes à déficience intellectuelle dans les écoles du Nouveau-Brunswick. C'est une femme d'action nommée personnalité de l'année au Nouveau-Brunswick.
c'est une femme inspirante. Puis quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. En vieillissant, je me suis dit, mais mon Dieu, que je suis privilégié d'avoir eu une mère comme ça, puis que je l'ai encore. Et bon, à ses temps libres, la sorcellerie, pourquoi pas. Puis là, plus elle avance, plus qu'elle laisse aller ses petits contrats, parce qu'elle elle travaille encore à l'aube des 80 ans, et elle travaille encore. Mais là, elle dit, je peux peut-être juste faire des contrats de sorcellerie. Puis là, j'y ai donné une belle visibilité. Mais je comprends, mais parce que ça frappe l'imaginaire. C'est... Elle a l'air de quoi, ta mère? Je te pose la question parce qu'on dirait une sorcière. On ne sait pas trop. Il y a comme un mystère autour de ça. Déjà, son nom, elle était censée s'appeler Gabrielle. Mais à cette époque-là, ils sont 14 enfants dans la famille. Ils faisaient tellement d'enfants que là, la mère ne peut pas aller baptiser l'enfant. Fait là, c'est une bonne madame qui a pris le bébé et qui a été à l'église. Puis là, elle est arrivée et elle a dit, je me souviens plus du nom. C'était un nom d'ange. Voyons, coudonc. On va l'appeler Angelina, puis le prochain s'est appelé Gabrielle, sa sœur. Donc, elle avait un nom d'ange, c'est Angelina. C'était prédestiné à une sorte de carrière, je sais pas. Elle a une sensibilité pour ces choses-là. Est-ce que moi, j'ai la même? Pas exactement. Je suis peut-être un peu plus scientifique qu'elle, mais je trouve ça beau. Puis, elle m'a permis de regarder le monde sous une autre loupe, une autre sensibilité. Ouais. Puis elle, où est-ce qu'elle habite, j'imagine tout le monde la connaît. Oui. C'est ça, là. C'est une femme très sociale. Elle est très sociale. C'est dur de passer à côté d'Angelina puis pas l'aimer, pas la... T'sais, on s'attache à elle. Des fois, je m'inquiète. On peut s'inquiéter pour nos parents, pour la solitude. Elle, je me suis jamais inquiété pour la solitude. Elle est toujours bien entourée. Il y a toujours beaucoup de monde. C'est un peu comme la mère de Forrest Gump, qui invitait beaucoup de monde chez elle. Oui. Il y a toujours du monde. Elle a toujours des lits pour tout le monde. Elle peut accueillir plein de gens. Elle a même un lit, genre, dans l'entrée de la maison. Si quelqu'un prend un verre en ville, elle dit aux jeunes, là, prenez pas la roue. Il y a un lit, vous ouvrez la porte, la clé est là, puis descendez le lit, puis dormez là pour la nuit. Elle est très accueillante. Elle aime, elle est sociale. C'est sous sa peau. Elle est habitée par ça. Elle aime l'humain. Mais vraiment, le message que tu as fait, j'ai comme l'impression que là, tout le monde... veut être un petit peu son amie. On dirait qu'on a envie de la connaître, cette femme-là. Et toi, qu'est-ce que... De gagner un Gémeaux, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard des gens face à toi? Gagner Gémeaux, je sais pas, peut-être que c'est le discours que j'ai tenu. C'est le discours, oui, parce que... En de fait, remerciement. Mais tu as raison, c'est pas tant la statuette que la place que tu as pris à ce moment-là. Le discours que tu nous as livré, ça nous a tous touchés. Moi, après ça, j'ai été appelé par Téléjournal de Rivière-du-Loup, je pense. En tout cas, des régions du Québec. Puis je me disais, mais quel est mon lien avec vous? Ils étaient fiers pour moi. Puis je me suis rendu compte, c'est parce que les régions se sont vues en moi. C'est-à-dire que je pense que Montréal, on est une gang de rurales. On est composé majoritairement de rurales. Puis on crée notre village dans une grande ville, mais on est des faux citadins. On aime cette proximité-là avec les gens. Et dans la télévision, que je la vis au quotidien depuis que je suis sorti du conservatoire, je pense que cette place-là aux régions n'est pas toujours là. C'est pas toujours facile de la faire aussi, mais je pense qu'on a tous à gagner de faire place à des personnages qui viennent d'ailleurs, pas nécessairement d'ailleurs du pays, mais juste dans nos régions à nous, parce qu'elle est riche, elle est diversifiée, elle a chacun son authenticité. Et je pense que c'est ça. Je pense que les gens se sont identifiés peut-être à ce que j'ai dit là, ce soir-là, en remerciant... Oui, parce que tu as gagné un Gémeaux pour Un temps de chien, qui est avec François Bellefeuille. Et dans ton personnage vient de là d'où tu viens pour vrai. Oui. Donc, c'est ça que tu as aimé aussi quand la proposition qu'on t'a faite, tu étais toi-même. Quand j'ai passé l'audition, c'était pas écrit comme ça. OK. J'ai donné une bonne audition. J'ai eu la chance de me préparer parce que souvent, moi, j'étais le underdog. On m'appelait des fois à la dernière seconde. Demain, Robin, j'ai une audition pour toi à 9h. Puis, il est 8h le soir. Tu apprends le texte comme tu peux, tu te prépares. Là, j'ai eu la chance de me préparer pendant 1 mois. Donc, le directeur de casting m'aimait bien. Il m'a laissé une place alors que j'avais tellement pas beaucoup de chance, sûrement. Mais j'ai pu me préparer. Puis là, je me suis comme Rocky, là, tous les jours, avec ma blonde. Je disais, OK, aujourd'hui, je fais mon petit heure de temps de chien pour l'audition. Fait que quand j'ai arrivé, là, j'étais là, sur mon X, j'étais en feu, j'avais soif. Puis ce rôle-là, je sentais qu'il faisait partie de moi. La première fois que j'ai lu le texte, ma blonde rentre dans le salon. Puis elle dit, Robin, écoute, à qui tu parles? Je fais mon audition. Elle dit, on dirait que tu parles de ta famille. On dirait que c'est ta famille. Il y avait dans Stéphane... Ce regard-là, Stéphane, c'est le rôle dans Temps de chien que je joue. C'est un genre de bonhomme qui peut paraître un peu gnochon sur les bords, mais qui est profondément gentil et un regard très philosophique sur le monde, puis qui est toujours un optimiste. Puis dans ces temps ici, les optimistes, ils font du bien. J'avais envie, dans tout cas, bref,
tout ça, gros détour pour arriver à l'audition. Je fais l'audition, puis là, ils entendent mon accent, puis ils disent « Hey, mais là, s'ils ont un fils, ça va être un acteur acadien. » Je les entends. Tu sais, là, je dis « Ben là, écoutez, gang, moi, là, j'ai pas pu jouer le fils, j'ai pas pu jouer le frère. Laissez-moi jouer le père. » Tu sais, parce que mes fils, ils ont grandi au Québec, ils ont un petit accent québécois. Les Français qui récitent leurs enfants, tu sais, je vis au Québec, je fais partie du Québec aussi, puis je viens d'ailleurs, mais mes enfants, ils sont nés ici. Fait, tu sais, je pense que ce personnage-là, là, si je peux pas jouer ça, qu'est-ce que je peux jouer? Oui, parce que le frère, c'est qu'il faudrait que tu parles. Faudrait que ce soit. Malgré quand toi puis moi, mes frères, on a 3 accents différents. Viviane, ma femme, puis son frère, ils parlent complètement différent dans les familles même. Mais bon, il y a des codes télévisuels qu'on permet moins encore. François, rapidement, Bellefeuille a dit, mais pourquoi est-ce qu'il vient pas juste de Tracadie? Tu dis une ligne, puis il vient de là. That's it. Tout d'un coup, mon personnage, oui, il est né à Tracadie, il a resté 20 ans à Montréal, puis il a abouti aux îles de la Madeleine, un peu comme moi, finalement. Fait, dans la première ligne du show, je dis que je viens de Tracadie. Fait que ça t'a donné beaucoup de liberté. C'est juste toi, là. Une vérité. Mais j'ai toujours, tu sais, comme acteur, on travaille cette vérité-là. Mais là, c'était un peu comme, j'imagine, les filles qui ont joué les belles-sœurs à l'époque. Je jouais ma langue, je jouais ma vérité, je jouais mon authenticité à travers ce texte-là qui me ressemblait un peu, que je trouvais des liens à travers des gens qui m'ont vu grandir. Non, c'est magnifique. Tu sais, Denise Filiatro, quand Michel Tremblay l'a approché avec le texte pour jouer Les Belles-Sœurs, c'est quand même la première qui a dit oui à parler en joual. C'est parler comme on parlait au Québec sans avoir comme internationaliser la langue. Ça, là, les belles-sœurs, là, ça a marché à l'international parce que ce qui est vrai ici est souvent vrai ailleurs. Exactement. Et, tu sais, des fois, je me dis, c'est quoi cette langue-là qui nous apprennent, le français normatif? Mais ça n'existe pas, gang, tu sais. Moi, ça a été un enjeu, l'accent dans ma vie. J'ai pris des cours de phonétique ici et là, puis j'ai toujours eu ce rêve-là qu'un jour, on pourrait faire une normalisation des régions de l'Acadie, de la Gaspésie, de Passepébiac, du lac Saint-Jean, puis que les acteurs, enfin, comme les acteurs anglophones le font, travaillent l'accent, puis que ça amène une richesse à ce qu'on fait, puis c'est pas juste genre, on est des personnages qui gravitent autour d'une Nouvelle-France, mais on vient d'une région avec ça. Puis je pense que ça donnerait de la profondeur à notre télévision puis à notre théâtre, tu sais, puis on n'ose pas y aller. Des fois, on a peur de c'est comme si c'est trop difficile, on n'ira pas, il n'y aura pas une cohésion au sein des acteurs, la parlure ne sera pas pareille. Je pense qu'on manque un peu, il faut juste se commettre puis le faire. Oui, mais d'ailleurs, tu sais, Michel Tremblay a permis ça. Oui. C'était vraiment la première pièce jouée en joual. C'est quand même pas rien. Moi, j'adore parler de la langue. On recevait David Goudreau il n'y a pas longtemps où il a écrit un livre justement sur la langue où plusieurs personnes viennent parler de c'est quoi leur perception, leur opinion. Et c'est vraiment intéressant de parler de ça. Il y a Pavé Lavoie, Victor Lévy-Beaulieu. Il y en a tellement après ça. Ça a ouvert un chapitre extraordinaire sur la francophonie en Amérique du Nord. Oui, telle qu'elle est. Oui. Exactement. C'est pas normatif. Bon, je sais pas si ça se dit normatisé, mais comme tu dis, c'est pas un français normatif. Alors, comment ça fonctionne? Moi, je suis curieux, tes cartes, je les vois tout tantôt. Je me dis, vas-tu me lire le tarot comme ma mère? Oui, c'est ça, c'est ta mère qui m'a donné. Non, c'est pas vrai, mais non, oui, c'est ça. Non, mais moi, je suis pas une sorcière, par exemple, mais j'aime bien les sorcières. Les cartes vertes, c'est des cartes qui sont génériques, c'est des questions génériques. Les questions jaunes, ce sont des questions qui sont plus spécifiques par rapport à toi. Les questions rouges, ce sont des questions plus personnelles. Mm-hmm. J'ai le niveau Eros et compagnie. Tu comprendras que c'est des questions sexuelles et sensuelles. Okay. Et j'ai la question opto-réseau, qui est toujours une question, je dirais, bienveillante pour l'invité. Et j'ai un joker, Robin. Donc, si à un moment donné, tu es sous question, je ne sais pas si ça me tente encore d'y répondre, tu mets le joker une fois sur la table et je passe à une autre question. D'accord. Alors, le niveau vert, tu peux les brasser sur la table. Tu vas m'en donner 5 de ces cartes-là. C'est comme le tarot. Oui. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais il faut mettre l'énergie. Mets l'énergie dans les 5 cartes dans les 5 cartes. Je t'en donne 5, c'est ça? Exactement. Dessus, central, 3, 4, 5. Tu connais plus que moi en tarot. C'est parfait. Donc, je vais te les lire, les 5 questions. Oui. Tu vas choisir une auquel tu as envie de répondre et moi, je vais en choisir une après. D'accord. Donc, comment a évolué ta relation avec l'argent au fil du temps? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? De quoi as-tu peur? Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Mon Dieu, c'est toutes des belles questions. Je ne saurais point commencer. Quelle personne a fait une différence dans ma vie?
Je pourrais faire ça. OK, vas-y. Oui. En fait, elle s'appelle Diane Nausier. C'est comme notre grande actrice acadienne de chez moi, qui a été la première, puis qui vient de Tracadie. En fait, c'est une actrice qui vient de Tracadie, alors que moi, je savais pas trop c'était quoi le théâtre à Tracadie. Il n'avait pas de théâtre, il n'y avait pas de maison théâtre pour les enfants. On faisait du théâtre à l'église. J'ai joué Jésus, c'était mon premier rôle. C'était pour te dire. Puis, elle faisait du théâtre, puis ses parents connaissaient mes parents, mais elle était plus vieille que moi. Puis quand j'ai fait ma première école de théâtre à Ottawa, c'est elle qui a fait mon audition. Puis au fil de ma carrière, on s'est toujours croisés. Puis pour de tant de chiens, c'est elle qui m'a pratiqué aussi pour mon rôle, pour mon audition de Stéphane. Fait donc, elle a toujours fait partie de ma vie comme un être très bienveillant envers moi, puis qui a pavé le chemin à me dire que c'est possible de faire une carrière comme comédien, puis venir de Tracadie. Donc, oui, je dirais, Diane, je la salue à chaque occasion que j'ai. Et quand tu dis que c'est possible, ça a quand même été long avant que ce soit possible. Ben, j'ai toujours vécu ça. Quand j'ai dit aux Gémeaux, ça aura pris 22 ans, ça aura pris 22 ans pour jouer un rôle où on me faisait confiance, qui n'était pas un rôle figuratif ou un rôle de seconde importance, c'était un rôle principal dans cette chose-là. Fait, ce genre de rôle-là qu'on rêve comme acteur, des fois, on joue un... Toi, tu y rêvais déjà à l'école? Je rêvais, tu sais, quand j'ai fini mon conservatoire, là, je voyais... On rêve toujours d'avoir ce rôle-là. C'est le rôle qui porte une série. Ben, c'est pas juste Stéphane, mais c'était un des piliers de cette saison-là, Tant de chiens. Puis donc, c'est la première fois que j'avais ce genre... On me faisait confiance avec un rôle de ce niveau-là, de cette ampleur-là. Mais sinon, j'ai quand même mené mon petit bonhomme. Tu sais, avec mon accent, j'ai fait des publicités de romans, j'ai joué toutes sortes de rôles le fun, souvent des rôles extérieurs aux cercles familiaux. Puis ça, ben, finalement, ça a été, le monde pourrait dire, c'est plate, t'as pas pu jouer le frère puis le fils. En effet, mais j'ai pu jouer des rôles extraordinairement très, très variés, des méchants. J'ai joué beaucoup de méchants. J'ai joué beaucoup de choses sérieuses aussi, beaucoup d'êtres tumultueux, tout ça. Donc, c'est ça, ça a pris du temps pour avoir ce genre de rôle-là, puis un rôle qui me ressemblait encore, pour la première fois, vraiment proche de moi. Oui, puis un rôle qui t'apporte aussi de la visibilité. Ben, forcément. T'sais, donc, est-ce que tu as plus de demandes, là, présentement? Oui, le niveau de demande a monté. J'ai déjà gagné des prix dans le passé, puis le monde, ça change de quoi? Ben, pas forcément. Cette chose-là, oui, a changé un peu la donne. On m'a demandé plus de choses. Puis est-ce que tu dis oui facilement à ce qu'on te demande? Ben, tu sais, la journée a juste 24 heures. Hein. On fait beaucoup de musique. Nous, moi puis Viviane Audet, qui est ma femme, on fait beaucoup de musique à l'image. On était scénaristes. On fait de la musique. On a un band qui s'appelle Mentana. Elle a son projet de musique aussi. Puis on a 2 enfants. Tu sais qu'on veut passer. Ils ont quel âge, tes enfants? 9 et 4 ans. Et donc, on a tendance à dire oui parce qu'on a toujours peur de pas en avoir d'autres. On dit oui, puis on a dit oui longtemps. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, mon Dieu, mais on t'offre pas la run. Faut se calmer le bonbon, faut choisir. Puis au cours des dernières années, j'ai appris à choisir, à être un peu plus sélectif. Mais tu sais, je dis quand même oui parce que c'est un beau métier, puis si on peut, on le fait. Mais c'est sûr, quand il y en a trop, c'est un beau problème. C'est un beau problème que j'ose pas trop... je ne veux pas me plaindre de ça. Il y a trop de gens qui ont de la difficulté. C'est un métier difficile. Puis nous, on a équilibré notre portefeuille de choses qu'on peut faire. On a mis plus de flèches à notre arc. Donc, des fois, c'est la musique, des fois, c'est l'écriture. Fait, on a toujours sorti notre épingle du jeu, puis on a toujours travaillé dans ce qu'on aimait. À quel endroit tu te sens le mieux à travers tout ça? J'aime changer. Donc, si je suis trop longtemps dans la même chose, je vais mieux me sentir ailleurs, dans une autre. J'aime la variété. Ce qui me plaît. Puis ça me donne un portrait d'ensemble de la chose. Quand j'étais plus jeune, dans le début vingtaine, j'avais participé j'avais une compagnie de théâtre. On était au Vietnam. C'était une coprod avec le Vietnam, le Québec et l'Acadie. On avait une subvention, puis on avait fait un documentaire là-dessus, j'avais scénarisé. Puis c'est un petit documentaire qui s'appelait Désoriental, qui a été dans les hors télé du monde, c'est un peu traduit ici et là. Puis la petite compagnie, ça leur a donné des sous. Puis ils m'ont dit, Robin, qu'est-ce que tu veux faire? Fait, ils m'ont embauché, puis ils m'ont fait faire... J'ai fait des costumes, j'ai fait de la grippe, j'ai été technicien, j'ai travaillé casting, j'ai travaillé la scénarisation. Fait, j'ai touché un peu à tous les métiers à travers plusieurs années. Puis j'ai aimé ce métier-là pour ce que ça représentait dans l'ensemble de sa chose. Je m'en souviens faire les décors avec un certain Bertrand Dugas, qui était aussi acteur à l'époque, puis on a joué souvent père-fils, lui il venait de Caraquette. Puis Bertrand, je le voyais avant des shows, il sortait son petit pot de peinture noire, il est décédé maintenant, puis il allait rectifier un petit coin de passerelle noire que genre personne allait voir parce qu'il se disait, Robin,
C'est ça la différence, qui fait la différence. Les gens, ils ont pris une gardienne, ils ont pris un repas. Nous, c'est l'excellence à tous les soirs. Il faut que tous les spectacles soient extraordinaires. Puis on se doit cette qualité-là, puis pas de faire les choses à moitié. Ah, que j'aime ce que j'entends. Moi, j'aime ça. C'est comme de la passion, ça. Ben, c'est de la passion. C'est de la passion. Un petit peu de passion là-dedans. C'est la passion, la rigueur. Quand les gens viennent, on leur offre tout ce qu'on peut parce que ce petit détail que tu racontes, ça exprime tout en même temps. Oui. C'est l'expérience de la personne qui vient nous voir. Parce que c'est un privilège d'avoir un public. C'est un grand privilège, puis on l'oublie des fois. Une personne, c'est déjà un privilège. Même si le théâtre qu'on fait, c'est une affaire expérimentale, vraiment flyée, puis genre, on se demande pour quel public on a écrit ça, ben écoute, on donne le mieux qu'on peut, puis on fait vivre une affaire, mais on va tout donner. C'est là, je pense que ça soit populaire ou moins populaire. L'art a toutes sortes de fonctions, je pense, dans la société, mais peu importe quelle fonction qu'on va prendre ce soir-là, il faut tout donner. Oui, puis peu importe, tu sais, des fois, quand on est expérimental, les salles sont pas toujours pleines. Mais pour les gens qui sont là, on le fait pas pour les bancs vides. Non. Parce que des fois, on va dire, ouais, mais la salle n'était pas pleine. Ouais, mais attends, là. Moi, je me souviens, Carl Tremblay, quand ils ont commencé dans les Cowboys fringants, il a dit ça plus tard, là, mais il disait quand c'est très expérimental au début, c'est ça? Ben, non, mais dans le sens, il disait quand on a commencé, nos salles n'étaient pas pleines. Mais nous, on a toujours chanté pour ceux qui étaient là. Puis on s'est toujours donné comme si la salle était pleine parce qu'on voyait que ceux qui étaient là et pas les absents. Et je trouve qu'il y a une leçon de vie là-dedans. Totalement. De le faire pour les gens qui se déplacent. Moi, j'ai joué devant 3 personnes, ça m'est arrivé. Puis on était juste 3 sur 5, on s'est dit, on fait-tu le spectacle? On le fait pas. Puis là, il y a beaucoup de monde qui dirait non. À un moment donné, il y a une limite, là. Mais on l'a fait pareil. Coudonc. Hey, vous êtes là, on va le faire. Puis c'est trippant. Ben oui, imagine les 3 personnes qui étaient là, l'expérience qu'ils ont vécue. Ils ont dit, nous, on a eu ça. On a gardé en contact avec ces gens-là. Ça a créé un petit lien. Puis on a suivi nos carrières respectives, moi et Viviane, ouais. Ben non, mais c'est ça. Puis Viviane assure des concerts de Mentana, puis genre, tu sais, c'est rempli, puis tu sais, on les salue encore, puis... mais ça, c'est cette fois-là, ils sont venus nous voir à la chasse-galerie, tu sais. À la Valtrie, c'est ça? À la Valtrie, à l'époque, ouais. À la chasse-galerie. Ouais. Mais est-ce que, tu sais, comme là, tu fais de la musique avec ta blonde, c'est ça que tu me dis. Et c'est quel type de musique que vous faites ensemble? Viviane a son projet néoclassique, juste pianistique. Nous, c'est un projet folk, americana, très guitare, très Neil Youngish, qui était longtemps anglais et qui, là, maintenant, prend un tournant complètement français. Le monde me demandait, tu sais, pourquoi en anglais? J'ai fait beaucoup de théâtre, j'étais beaucoup dans la francophonie, mais je viens d'une famille quand même relativement bilingue, qui a travaillé un peu partout au Canada. Puis j'avais le goût de faire un projet qui allait m'amener sur d'autres sentiers. Puis c'était encouragé par ma blonde, qui vient d'une famille, c'est fière québécois, francophone. Puis elle vient de dire, mais fais-en un projet en anglais, tu sais. Mais finalement, moi, je fais rien à moitié. Fait là, ça a duré longtemps, ça fait 15 ans, tu sais, Mentana. Puis là, à un moment donné, le monde me dit, mais là, pourquoi en anglais, Robin, tu sais, de tous les. Puis ta mère qui s'est battue pour les francophones, je dis, ouais, vous avez raison. Fait là, j'ai rencontré François Bellefeuille sur Temps de chien. Je pense que, quand je réfléchis à ça, les Acadiens qui jouent de la musique au Québec, qui a percé la frontière, il y a quelque chose avec le chiac où est-ce que l'anglais et le français s'entremêlent, qui a séduit profondément les Québécois par cette authenticité-là dans cette langue désinvolte. Mais moi, je suis pas chiac. Tu sais, je suis un Acadien du Nord, je suis pas un chiac. Fait, pour être honnête avec moi, avec le recul, maintenant, je pense que j'ai pas réussi à trouver mon identité acadienne à cette époque-là. Puis que forcément, j'étais teinté par ce que j'avais entendu. Donc, est-ce que j'ai été assimilé? Peut-être une partie de moi, tu sais. Oui, j'ai grandi avec la musique beaucoup plus anglophone, c'est normal. Donc, moi, ça me parlait plus. Puis que tu allais vers là par réflexe. Je suis pas en politique. Moi, je suis un artiste. Je représente un peu les forces autour de moi, de ce qui se passe. Donc, si j'ai fait ça, je me suis toujours senti libre. J'avais envie de le faire. Puis c'était ce que j'étais à l'époque profondément. Donc, il faut être honnête à un moment donné. Ouais. Puis là, en rencontrant François Bellefeuille, puis ce projet-là de Temps de chien, parce que nous, on a fait de la musique, mais plus pour des films quand même plus sérieux, dramatiques. Là, c'est la première fois qu'on faisait de la musique pour une comédie. Défi particulier parce que le choix de musique qu'on va faire là, pour la série, c'est pas qu'est-ce qui est plus beau, c'est qu'est-ce qui est plus drôle. Ça, c'est intéressant comme travail. Ça prend beaucoup d'humilité comme musicien. Tu sais, de dire ça, c'est juste deux petits pieds qui tapent, mais puis une guitare qui fait ça, mais c'est vraiment plus drôle. Donc, ça marche. Et là, dans ce projet-là, ben là, on faisait toutes sortes de choses. Puis François Bellefeuille me demande, écoute, il y a une scène, je suis dans une char, puis là, il y a de la musique, puis j'aimerais ça qu'il y ait une fausse toune sur le homard qui joue 7 secondes. Là, je fais, OK, je veux du roman, je veux du roman détendu. Puis là, c'est tout.
Je rencontre des musiciens dans un party, je suis aux Îles-de-la-Madeleine, les drôles de monsieur, on se met à jammer du 1755. C'est des musiciens extraordinaires. C'est un peu comme en Italie, la madame qui va te faire le meilleur café italien de ta vie dans le fond d'un rang. Eux, aux Îles-de-la-Madeleine, ils jouent toute la musique. La madame ou à l'épicerie, elle va sortir un violon, bien quoi, elle joue du violon, puis elle est vraiment bonne. Puis voyons, qu'est-ce qui se passe aux îles? Oui, puis ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Ils se mélangent. Là, je joue avec eux autres. Ouais. Le lendemain, les gars, je suis avec Henri-Paul Bénard, qui, lui, c'est comme le Gilles Vigneault des Îles-de-la-Madeleine. Ici, sur le continent, on le connaît moins, mais le groupe Suroît, pour nous, les Acadiens, ça a été une inspiration extraordinaire qui venait des Îles-de-la-Madeleine. Henri-Paul Bénard, qui est un joueur d'os. Quand je dis d'os, je te parle des côtes de bœuf. Là, il joue des os. Là, il tac un peu comme des castagnettes. Puis il joue toutes sortes d'affaires aussi. Du bouzouki, qui est un instrument grec, mais très dans le traditionnel québécois, qui est là depuis longtemps. La vielle à roue. Bref, un musicien extraordinaire. Puis là, les gars, ils sont... Ah, chez Henri-Paul, ben là, OK, oui. Les autres étaient tout intimidés d'aller là, aux îles. Là, je suis comme, OK. On se rencontre. J'écris 3-4 rimes de homard, tu sais, je mords dans le homard comme un renard sans remords dans les temps du Nord, n'importe quoi. On fait ça, on tripe, c'est pour le fun, ça va juste être 7 secondes. Finalement, ça se met à jouer dans les radios. Ils s'en servent pour la promotion de Temps de chien. Là, ma blonde a dit, Robin, t'aurais pu te forcer pour le texte, coudon, tu sais là. C'est quoi ces rimes-là? Je dis, ben écoute, moi, je savais pas, c'était pour le fun. Puis ça m'a comme décomplexé par rapport au français. J'ai comme du fun, j'ai fait... Hey, peut-être que je suis moins sérieux que je pensais dans la vie. Peut-être que une folie. Fait là, la saison 2 arrive. François dit, j'aimerais ça une toune, comme l'année passée, mais sur l'érosion des sols. François, il y a un petit côté environnementaliste. J'ai OK. Du homard à l'érosion des sols. Il m'a dit une toune de party sur l'érosion des sols. Là, je dis, hey, le défi n'est pas pareil parce que les îles de la Madeleine, ils sont première loge du changement climatique. L'archipel s'érode. Ouais. Et là, il voulait faire quelque chose dans la série par rapport à ça. Fait, Viviane et moi, là, j'implique Viviane en partant. J'ai dit, là, tu vas m'aider. On a cette idée-là de faire un hommage aux 8 musiciens du Titanic qui ont joué de la musique jusqu'à la fin. Dans le film, ils sont 4 de James Cameron. Ils ont manqué de budget. C'était pas un film à gros budget. Il ne peut pas se permettre d'avoir 4 musiciens de plus, mais dans les faits, ils étaient 8. Puis, selon la légende, il aurait joué de la musique jusqu'à la fin. Puis, je trouvais dans cet acte de résilience ultime, ça me faisait penser un peu au Madelino, qui, malgré que l'archipel disparaît, continue à jouer de la musique, puis à être vivant, puis à mordre dans la vie. Donc, c'est une espèce de toune. Puis là, à la fin, on se noie là-dedans. On fait des bubble. On parle de Titanic, on parle de Céline Dion. Écoute, on est libre totalement. Puis dans cette folie-là, j'ai regardé Viviane, puis j'ai dit, je pense qu'on va faire un album en français, puis ça va être complètement champ gauche de ce qu'on fait avec Mentana. Soyons libres. Fait encore une fois, liberté. Là, voilà. Moi, j'entends ça, c'est comme la musique. On parle de musique, mais c'est la musique à mes oreilles. Puis je suis sûre que plein de gens qui regardent, puis ça fait la même chose parce que ça fait du bien de voir des gens libres. Ben oui, je pense qu'on en a besoin. Puis créatif, c'est-à-dire qu'on a tous une part de créativité, mais des fois, on prend pas le temps, on laisse ça là parce qu'on est tellement occupé. Mais quand on se sent libre, on dirait que la créativité, enfin, aussi prend de la place. Libre, je dirais sincère. Surtout. Puis quand on est sincère, on est libre, forcément. Tu sais, là, sincère avec ce qu'on vit, sincère avec ce qu'on a envie de partager, notre besoin. Puis tu sais, là, vois-tu, je fais de la musique en français. Là, j'ai le goût de le faire. Là, on a commencé à travailler les chansons. Puis j'adore, je suis inspiré. Puis je sens que j'ai trouvé ma table. C'est comme si que l'Acadien du continent, du Nord, du Nouveau-Brunswick, rencontrait sa gang enfin aux îles. Cette gang d'Acadiens-là, tous des Leblanc. D'ailleurs, il y a 2 Vincent Leblanc dans les drôles de monsieur. Je trouve ça très drôle. À chaque fois que je fais une demande de sub, Vincent Leblanc. Vincent Leblanc numéro 2, c'est pas une faute. Je sais pas, Jérémy, en tout cas, je les salue. Voilà, la gang des drôles de monsieur. Ça fait que ça t'a amené ailleurs, ce projet-là? Ça m'a amené ailleurs. Je suis à l'écoute des gens que je côtoie. Tu sais, François, moi, les humoristes, je connaissais pas ça. J'ai été voir mon premier show cette année d'humoriste de ma vie. C'était un ami à... Là, c'est quoi son nom, mon Dieu? Alpha, Moll, je sais pas c'est quoi le nom. L'humoriste, bref, c'est un ami à François. Puis François, quand je travaillais avec lui, ce que j'ai vu, c'est que, tu sais, nous, les acteurs, on se dit... les humoristes, même les musiciens, ils sont un avec un micro. Hey, puis les billets coûtent cher, c'est donc ben, mon Dieu, c'est facile, ce show-là. Mais quand j'ai vu François travailler 1 an et demi de temps sur chaque réplique, c'est un travail de moine, c'est de l'orfèvrerie, de beat, de réplique. La comédie, c'est une des choses les plus difficiles qu'il n'y a pas à jouer pour un acteur. Et sa façon aussi de concevoir l'humour. C'est-à-dire que nous, comme comédiens, on a un texte, puis des fois, on va rajouter une petite phrase parce que c'est drôle, puis c'est bon. Puis il va dire, c'est super bon, mais il dit, là, ce que tu rajoutes là, il y en a 20% qui va la pogner. Eux autres ne pogneront pas la prochaine blague qui va arriver. Ils vont manquer ce coup-là. Puis à la fin, je veux que tout le monde rie en même temps. Donc, ils vivent une expérience commune au même moment. Fait là, si tu fais dérailler une partie de notre auditoire, puis après ça, les autres ne pognent pas le prochain beat, le 3e beat, quand ça arrive, ils ratent le bateau. Fait lui, son esprit, c'est toujours une expérience
collective dans Oh. Fait ça, je trouvais ça Fait que c'est de l'apprentissage pour toi. profondément inspirant. C'est un métier. Puis moi, ça m'a inspiré pour Mentana. Fait que quand on a fait, le dernier show qu'on a fait, c'est avec Pascal Bussière qui faisait la mise en scène, qui est un ami de longue date de Belle B. On a resté en contact. Puis j'ai dit, j'ai envie de présenter mes tunes, mais que ça dure 8 minutes, puis que la tune dure 3 minutes. On a-tu le droit de faire ça? Puis là, je suis parti sur mes aventures, mais j'ai travaillé un peu comme François travaillait, puis ça m'a beaucoup inspiré, puis ça donnait une espèce de show hétéroclite, complètement libre et déjanté. Le monde disait, on venait voir un show de musique, mais on comprend pas ce qu'on vient de voir là, tu sais. Mais moi, j'avais pas la pression d'être humoriste, donc je pouvais, c'était du conte, c'était drôle par moments, touchant. Fait que c'est une expérience. Une expérience. Ah, on aime ça. Moi, j'aime ça arriver dans un spectacle et dire, oh, qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va vivre? Oui, puis se laisser aller là-dedans, ça fait du bien. J'ai envie de te demander la question, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quel trait de caractère j'ai dû travailler? Sur l'ensemble. Quand tu es comédien, tu travailles sur tous les traits de caractère. Faut les cultiver parce que même les mauvais côtés de toi sont une force comme acteur. Il faut comprendre le bien et le mal à travers nous. J'ai dû, je pense, c'est ça, nourrir puis accepter qui l'on est dans nos torts, dans nos faiblesses, dans nos... Mais comment on fait ça pour accepter qui on est? Ben, premièrement, accepter notre face, accepter notre langue, accepter notre accent, accepter qu'il y a 80 acteurs québécois qui sortent des écoles à tous les années, puis que moi, je suis un Acadien là-dedans. À un moment donné, je disais, si vous voulez un personnage québécois, ben prenez-en, il y en a en masse. Je serai celui qui sera différent, tu sais. Puis d'embrasser ça. Il y en a que ça va être avec le poids, le casting. Il y a des acteurs qui ont plus de poids, volumineux, ils vont jouer un tel type de rôle. C'est dur d'accepter son poids, d'accepter... C'est un casting qu'on a. Il y en a qui sont jeunes premiers, ils sont beaux, ils vont jouer Roméo. Moi, j'ai le nez un petit peu croche, je suis asymétrique, j'ai comme une gueule un peu passe-partout. J'ai un casting un peu de méchant par moment. J'ai été souvent cassé là-dedans. Donc, mes enfants n'aimaient pas ça que je joue les méchants. Ah oui, j'ai joué toutes sortes de rôles avec des looks. À chaque fête, anniversaire de mes enfants, j'arrivais avec la tête rasée, des spics, des grosses barbes. J'ai la moustache depuis un bout à cause de tant de chien. Fait, tu sais, d'accepter pas cette laideur-là en moi, mais ce côté-là, parce que, on va se le dire, j'étais un homme de 6 pieds 200 livres, tu sais, puis j'ai comme une attitude un peu comme d'une petite fille. Je suis honnête, je pense que je suis un gentil dans la vie, mais je dégage pas nécessairement ça. Fait, le monde me dit, Robin, c'est parce que tu oublies que t'as 200 livres, 6 pieds, tu sais, tu fais peur, tu sais, mais moi, je suis comme, allô, comment ça va? Fait, j'ai dû accepter ce que mon corps dégageait. Ça a été ta première affaire que tu as dû accepter? Puis ça, je pense que c'est quelque chose comme acteur que tous et chacun, on a un parcours à faire d'accepter pour de vrai ce qu'on dégage. Puis d'aller là où on va être interpellé par nous. Oui. Parce que dans le fond, c'est quand même dur ce côté-là d'être acteur ou actrice, de passer des auditions, d'être choisi, tu sais, il y a comme un... Tu sais, quand le casting dit, le texte, ça dit un petit laidron, tu sais, demande à une fille, tu sais, là. Puis là, ton agent te dit, tu veux-tu passer l'audition pour le petit laidron? Tu sais, faut que tu l'acceptes, tu sais. Puis moi, ce que j'aime, moi, j'ai jamais été trop dans le paraître. Je peux être beau bonhomme, tu sais, j'ai comme mon petit côté, j'ai côté bien entier, côté... Oui, mais est-ce que tu es très soigné dans la façon de t'habiller? Je veux dire, tu as ton style. Oui, j'aime ça, j'aime la couleur. C'est le combat de ma vie, moi, j'aime la couleur, j'aime un peu l'excentricité. Je dis à mon plus vieux, je dis, il dit, vrai que je suis comme... Et on parlait de normalité. Je dis, c'est plate, la normalité, tu sais. Parce que lui, il a les longs cheveux, puis il dit, faut que je les coupe, être comme la gang, c'est vrai que je suis comme anormal, tu sais. Je dis, soit anormal, c'est le fun, la normalité. Puis moi, je pense que je viens d'une famille, justement, du bord de ma mère, qui sont 14 enfants, comme je disais, puis sont tous un peu excentriques et marginales, un peu champ gauche de la société. Puis en vieillissant, je me dis, mon Dieu, c'est extraordinaire. Est-ce que ça t'a déjà dérangé, ça, par exemple? Quand tu étais plus jeune? Non, parce que je m'en suis pas rendu compte. Je pensais que c'était la normalité. Je me disais, c'est ma famille, ils sont flyés. Tu sais, ils ont des couleurs, ils ont des sites. Ils étaient plus grands que nature. Ils le sont encore, d'ailleurs. Puis là, en vieillissant, je fais, non, c'était notre gang. C'est pas tout le monde qui était comme ça. Qu'est-ce que les autres disaient de nous? On sait pas. On sait pas trop. Ben, ma mère, je sais qu'elle, la sorcellerie, ça a été une affaire parce qu'elle avait sa librairie ésotérique. Je me rappelle d'un événement vraiment marquant à Tracadie que des gens très, très religieux avaient rentré dans sa librairie la traitant de sorcière, puis ils voulaient brûler, puis avec des croix. Puis moi, j'étais là. C'était un acte assez violent. Puis, tu sais, il y a eu cette affaire-là. Je sais pas si c'est pour ça qu'elle m'a inscrit dans la pastorale pour jouer Jésus. Puis, ça la déculpabilisait parce qu'on n'allait pas à l'église.
c'est un peu... Ça se peut que ça a créé mon destin à cause de cet acte-là. Alors, ma mère, peut-être qu'elle m'a dit, bon, on va l'envoyer à la messe. Lui, j'étais le fier représentant de la famille. Il va jouer Jésus. J'ai joué Jésus. Donc, on ne pourra pas le manquer. Tout le monde va savoir. Ça les a cloué le bec. Là, c'est comme... Mais parce que c'est ce que tu racontes aussi, c'est quand tu vis dans un milieu où tout le monde se connaît, il y a des revers aussi comme ça. C'est extraordinaire de vivre dans un milieu où tout le monde se connaît, mais il y a quand même, quand t'es pas dans les normes, tu te fais remarquer plus aussi à différents. Ça veut pas dire que toute ta vie est comme ça, mais il y a des moments qu'on vit des fois, je trouve, quand on est dans une petite communauté, c'est plus difficile de le vivre de cette façon-là. Oui, moi, j'étais un peu le Billy Elliot de Tracadie. Tu sais, ma famille, mes frères ont joué beaucoup de hockey. Mon père était beaucoup impliqué dans le hockey régional. J'ai fait du hockey, moi aussi, mais à un moment donné, il était très sportif. Il disait l'été, il m'inscrivait dans les cours de natation. Je nageais, puis il y avait beaucoup de filles. Puis là, l'hiver, ces filles-là, ils faisaient du ballet. Il y avait une petite école de ballet, quand même, à Tracadie. J'allais les voir, puis là, à un moment donné, la prof a dit, tu danses avec nous autres? Puis je me suis mis à danser, puis je me suis mis à vraiment aimer ça, puis j'ai lâché le hockey, puis j'ai commencé à faire du ballet. Fils de la sorcière, ça venait avec certaines coquetteries, tu sais, je pense. Je clashais avec mon clan depuis longtemps. La plupart des hommes de par chez nous sont partis travailler dans l'Ouest, comme mon grand-père, comme beaucoup de ma famille, sur les raffineries de pétrole. Moi, j'ai toujours un peu hang around. Et je raconte cette anecdote dans le spectacle de Mentana, justement, parce que l'avenue m'avait envoyé une coupe de curveball, puis on avait pogné cet appartement-là dans le stationnement d'une poissonnerie au-dessus d'un pawn shop, à côté de l'église, puis en face, c'était un salon de massage pour hommes qui opérait majoritairement après 11 h le soir. Tu vois le genre? Puis, c'est une place un peu louche qu'on restait. Bref. Je comprends, oui. Elle était non meublée. Il y avait comme pas de meubles. Il y avait, je pense, il y avait une TV, pas de VCR. Il y avait une table, pas de chaise, pas de lit, pas de sofa. On appelle ça un minimum. Hein? C'était un minimum. Ah, ouais. C'était très, mais tu sais, on était heureux là-dedans. Puis je suivais des cours de baladie à l'époque. Puis j'avais pas du baladie, je sais. J'aime ta vie. J'aime la danse. J'avais une opportunité. J'embrassais l'opportunité. Fait donc, c'est le premier homme, quand même, que je connais qui a fait du baladie. Ben, il y a le baladie pour hommes. Parce que là, on pense aux dames qui dansent comme ça, mais les hommes, c'est avec les sabres. Ah, ben voyons, je connais. Ça m'a vraiment délié le bassin. Ben voyons, je connaissais pas ça. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment le fun. Mais moi, mon deal, c'est qu'il fallait que j'amène des gars. J'avais des cours gratuits, mais les gars de par chez nous n'étaient pas très baladis. C'est plus dur de les convaincre. Oui, mais c'est ça, j'avais le pawn shop et j'ai panné beaucoup d'affaires dans ma guitare, souvent. Fait quand les gars revenaient de l'Ouest, tu comprends-tu, c'est l'abondance. Puis il y en avait toujours un qui finissait par me sortir la guitare du pawn shop pour que je change de guitare. Donc, il faut dire, pour si les gens ne savaient pas c'est quoi, tu allais mettre ta guitare là. Puis là, ils me donnaient de l'argent un peu, puis là, il fallait que je paye un peu plus cher pour la ressortir de nouveau. Parce que tu la mettais là en attendant. En attendant. Il y a d'autres choses qui ne revenaient pas. Oui, c'est ça. La guitare revenait, parce que c'est plus important dans ma vie. Voilà. OK. Mais donc, le trait de caractère, on pourrait dire que c'est t'accepter. M'accepter. C'est ça. Il a fallu que tu passes par cette étape-là. Ouais. Mais ça change tout dans la vie quand on s'accepte. Oui. Parce qu'on perd beaucoup de temps à ne pas s'accepter. Tu sais, on vient avec... Tu sais, moi, des fois, quand j'ai eu 50 ans, je me disais, là, moi, j'aurais changé de corps. Tu sais, comme après 50 ans, dire on va changer de peau, mais c'est pas de même que ça marche. Il y en a que c'est le corps, il y en a que c'est l'esprit, il y en a que c'est... Oui, c'est ça. C'est parce que... Mais on est comme... Après ça, on peut faire un travail sur soi. On a quand même beaucoup d'autres possibilités. Ça nous donne aussi une empathie envers l'humain en général, d'accepter tous les côtés de soi. Parce que nous sommes tous les côtés possibles d'un humain. Puis chaque action commise par un autre, autant intense qu'il peut soit, puis inacceptable et impardonnable, quelque part en dedans de nous, on a cette possibilité-là de noirceur. Puis je pense qu'en le reconnaissant envers nous, on a l'empathie de peut-être pardonner ou du moins comprendre certaines choses. Et le ballet, là? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu fais encore du ballet? Non, malheureusement. J'aime beaucoup la danse. Par contre, j'apprécie beaucoup les danseurs. Je trouve ça un métier extraordinairement beau et riche et poétique. J'en danse, oui, parce que j'aime danser. En fait, dans mes shows, même, je fais un peu de baladie, d'ailleurs, j'en parle. Mais sans plus ni moins. Mais sinon, c'est sûr que si tu vas dans une soirée dansante, tu vas me voir danser pas à peu près. Oui, hein? Ouais. Ah, j'aimerais mais ça. un peu tout croche, libre. Libre. T'es libre. Niveau jaune, tu vas les brasser, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Oh, on descend. Ouais, j'aime ça parce que je vois Eros, c'est là qu'il n'aura moins encore. Le Joker sort. Je garde le Joker pour ça. Ah oui, j'ai une petite gêne, j'ai une petite pudeur par rapport à certaines choses. Ah oui, hein? Mais tu vas voir, je pense pas que tu vas... Tu m'en donnes... Il en manque une. Ah, une? Tiens. Oui. On va faire la même chose. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui te manque? À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout?
as-tu négligé certains aspects de ta vie? Hey, mon Dieu, les 4 questions sont pertinentes. La première, c'est quoi? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Ouf, lunatique. Ah oui? Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Puis on le reproche aussi à mes enfants, puis je le reprochais à ma mère. On a ce trait, tu dis, un trait de caractère. Oui. Ça se mélange tout, là, mais tu sais, je suis vraiment... je suis très... Je m'abonne à la rêvasserie. Je suis dans les rêves beaucoup. La mémoire est un peu défaillante. J'ai pas... je suis lunatique. Puis ça peut paraître simple là, comme chose, mais je suis vraiment perdu. Ça ressemble à quoi, là? Faut tailler des papiers partout. Je parle de une anecdote de ma mère. C'est une femme d'affaires. C'est la présidente des gens d'affaires de Tracadie à cette époque-là. Elle a un break sur l'heure du midi. Elle avait renversé quelque chose sur sa blouse. Elle change la blouse après ses affaires. Elle décolle au rendez-vous. Elle arrive là, c'est tous des hommes, le Boys Club, bien entendu, ma mère qui arrive là. Elle enlève son manteau et est en brassière. Elle s'en rend pas compte. Elle commence à parler. Tous les hommes sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'ai appris ils ont rôti ma mère sur une soirée. J'ai appris cette anecdote-là, j'ai dit, mon Dieu, mais ça, c'est l'histoire de ma vie aussi. Tu sais, je laisse les portes ouvertes, je cherche quelque chose. Puis, ça a fait de moi un procrastinateur productif. Parce que tout ce que je dois faire, je le fais pas parce que je pense à autre chose. Je m'évade dans le rêve, puis je décolle à faire d'autres choses. C'est comme ça que la musique m'est apparue. Tu sais, j'écrivais un scénario, puis je n'arrivais pas à me concentrer. Puis d'un coup, j'ai mis à faire la musique du scénario, puis finalement, c'est devenu Mentana. J'ai toujours trouvé une façon, puis tu sais, je suis pas paresseux. Je me lève tôt le matin, je suis un early bird, qu'on peut dire, mais c'est sûr que la chose que je dois faire immédiatement, je suis concentré à un certain moment, puis à un moment donné, je décolle. Je décolle, puis je suis perdu, puis je vais flyer, mais je vais faire de quoi? Ça sera juste pas la bonne affaire. Mais pour ta conjointe, c'est dur, ça? C'est divertissant. C'est divertissant. C'est divertissant, c'est attachant. Elle dit c'est attachant. OK. Des fois, elle dit, Robin, les tiroirs. Moi, c'est une affaire, je sais pas, mes frères aussi ont tous les tiroirs toujours ouverts. Je cherche quoi, les tiroirs. Je suis à l'ordre. Je suis très rangé. Si je suis pas quelqu'un... Non, c'est la propriété chez nous. J'aime ça. Sauf que les tiroirs vont rester ouverts. Tu sais, parce que je suis perdu. Je tire, d'un coup, j'oublie ce que j'ai fait, puis je vais passer... Puis ça, depuis la nuit des temps, depuis que je suis enfant. Pareil, on est pareil. Mon fils, ma mère, moi, exactement pareil. Puis est-ce que tu te fais des listes? Qu'est-ce que tu fais pour... Rien pour tout. J'accepte. J'accepte qui je suis. Et tu l'imposes un peu aux autres. Je ne fais pas exprès. Ça vient avec mais Robin, ça, on te le reproche, dans le fond. On me le reproche ou des fois, on trouve ça divertissant. J'aime bien ton mot, divertissant. Oui, attachant. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui te manque? Ma mère, je la fais monter. On était au Lion d'Or pour la dernière de cette série de spectacles-là, puis elle était venue voir le spectacle. À la fin, je la fais monter. Ben, ma femme, qui est dans le band, Viviane, fait monter ma mère qui est en avant. Je fais, c'est une bonne idée. Elle monte, puis la première chose qu'elle dit, on n'a comme pas été là pour toi dans ta vie. Là. Parce que mes parents étaient des gens d'affaires, des politiciens. Ils ont été engagés auprès du gouvernement. Ils sont beaucoup impliqués dans la communauté. Puis c'est vrai qu'ils m'ont moins élevé. J'ai jamais senti qu'il y avait un manque, par contre, mais j'ai été élevé par les mamans environnantes, des gardiennes. Puis ma mère m'a trimballé un peu partout, mais... Puis là, je pense à mon rapport avec mes enfants. Le premier que j'ai eu, je voulais y apprendre le mandarin, je voulais y apprendre. J'avais même des popettes pour y apprendre l'espagnol. Je vais y apprendre plusieurs langues. J'ai appris les mythes grecs que j'ai jamais arrêté cet enfant-là. J'allais tout y donner, là. Puis le deuxième qui est venu après, 5 ans après, 1000 ans, lui, je l'ai laissé sécher comme une tomate. Là, dans le sens, les tomates, il faut laisser sécher ça un petit peu pour que ça pousse bien. Puis finalement, lui, il est comme tellement plus autonome que le premier. C'est comme, il apprend tout seul, Fait finalement, ma mère m'a laissé un peu sécher, puis je me suis créé quelque chose que si elle m'avait tout donné, peut-être je ne l'aurais pas appris. Je ne sais pas, il y a un questionnement sur l'éducation. Je n'ai jamais senti que j'ai manqué d'amour. J'ai eu des parents extrêmement gentils, non violents, dans une communauté, des fois, qui était parfois difficile. Le Nouveau-Brunswick, c'est plus pauvre. Des fois, il y avait un climat social. Castor, avec recul, je fais « Oh mon Dieu, ça brassait dans mes quartiers. » Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai vraiment eu des parents très, très aimants, mais ils n'étaient pas tout le temps présents. Donc, est-ce que c'est un manque? Finalement, je pense que c'était une bonne chose parce que ça a fait qui je suis. Mais ta mère, quand elle l'a monté sur scène puis elle a dit ça veut dire qu'elle avait comme une culpabilité par rapport à ça. Je sais pas, ça a sorti là, ça m'a comme surpris. Puis on est à la fin d'un show, elle est un peu émotif, elle dit ça. Puis, ça veut dire que ça prenait une place dans ses pensées. Tout de suite, j'ai comme du show business. Je dis, non, maman, on s'est pris, puis on a dansé un peu. Puis là, le monde était debout, puis on a fait un rappel. Mais elle a quand même dit ça.
Puis après Est-ce que tu en as reparlé avec elle plus on tard? s'en est parlé, oui. Puis, mais tu sais, ma mère est très philosophe aussi. Puis elle avait envie de dire ça à ce moment-là. Elle avait envie de partager ça, je sais pas. Puis, tu sais, je lui reproche pas ça parce que moi-même, des fois, je suis moins là pour mes enfants. Mais je pense que je suis quand même là beaucoup. Plus qu'ils étaient à l'époque. Moi, je sais pas. Mais parce que je trouve ça important, ce que tu es en train de raconter, parce qu'il y a plusieurs parents qui ont de la culpabilité, justement, parce que le travail a pris trop de place. Tu sais, la vie est très, très prenante. Et de savoir que dans ton cas, tu dis, ben non, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Ben, des fois, on le voit dans tout ce qui m'est arrivé dans le dernier 1 mois et demi, 2 mois. J'ai eu beaucoup, beaucoup plus de médias. J'étais moins à la maison. Je le sens directement dans les notes de mes enfants, même si c'est juste en 4e année. Je le sens dans son comportement. C'est subtil, mais moi puis Viviane, on le voit. Là, c'est vraiment subtil, mais on a moins été là. Puis ça paraît. Fait, est-ce que plus tard, dans le grand chenal de la vie, de son parcours, ça aura été, il s'en rappellera pas, mais je sens qu'il y a quand même... Je pense qu'il faut être présent pour nos enfants. Puis quand on n'est pas là, ben, moi, je culpabilise. Peut-être plus que lui. Peut-être que moi, je suranalyse le comportement de mes enfants par rapport à mon absence soudaine. Puis le métier qu'on a choisi là fait que, étrangement, on est beaucoup plus là. T'sais, on partage avec eux beaucoup de ce métier-là, mais quand on prend la route, on est moins là. On ne fit pas dans la norme de la société. Nous, c'est le soir qu'on aimerait ça avoir une garderie. Là. Je comprends. On ne fait pas du 9 à 5. Oui, ben, on fait, mais ça. C'est très hétéroclite, notre chose. Là. Oui, mais ce que je trouvais que pour ta mère, de lui dire, ben non, finalement, moi, ça m'a pas manqué votre absence parce qu'il y avait d'autres gens qui venaient prendre charge. Ma mère m'a profondément à voir le bon côté des choses. Toujours, je l'applique encore à ce jour. Je suis un optimiste. Puis je pense qu'on est forgé, on devient ce qu'on est à travers multiples choses qui nous est arrivées dans la vie, traumatismes inclus. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis tu sais que ce que tu dis par rapport à tes enfants, je pense qu'on vit ça beaucoup quand on est absent. Puis tu sais, en même temps, quand on est moins là, des fois, on a le premier réflexe de s'approprier ça à notre absence. Puis des fois, on passe à côté d'autres choses parce qu'il peut vivre d'autres choses aussi. Oui. Parce que, tu sais, moi, je suis pas... des fois, une semaine, je reviens, je trouve qu'ils ont changé. C'est qu'ils continuent d'évoluer. C'est juste qu'on a manqué ce petit bout-là, puis on a un petit choc quand on les revoit. Oui, c'est ça. Puis on se dit, mais là, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Mais c'est vrai qu'on culpabilise vite comme parents. Question rouge. Tu vas en piger 3, s'il te plaît. À quel besoin profond ta blonde répond-elle? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Est-ce que tu as des regrets? Quel besoin ma blonde répond-elle? À quel... je veux dire, ça, c'est Jeannette Bertrand qui pose cette question-là, qui est toujours intéressante. Oui, c'est ça. À quel moment que ma vie, j'aurais aimé qu'elle s'arrête? Je voudrais jamais qu'elle s'arrête. J'ai embrassé toutes les étapes de ma vie. Je dirais, ces questions-là, pour moi, j'ai des amis autour de moi qui vivent dans une espèce d'éternelle jeunesse, qui ont de la difficulté à avancer. Je pense le fait d'avoir moi, j'ai 2 frères qui ont 10 ans de plus que moi. Moi, je suis arrivé 10 ans après. Je suis vraiment un accident de parcours. Ça a été longtemps un déni de ma mère. Elle dit, non, tu voulais. Un jour, elle me dit, Robin, raconte ça à quelqu'un d'autre. Je suis à côté, puis elle raconte, ben oui, Robin, j'allais me faire ligaturer. Puis là, il fallait que j'attende mes dernières règles. Puis là, ça venait pas. Puis d'un coup, le docteur m'a dit, ben coudonc, madame, vous êtes enceinte. Puis on a eu Robin. Je dis, là, c'est ça que tu me dis, c'est là que tu me dis ça. Mais je m'en doutais bien que c'était un accident 10 ans après. C'est une folie. 3e enfant, j'en ai 2, je capote. Je dis, voyons, 3, 10 ans après. Mais bon, j'ai existé. Puis, vois-tu, ma mère a toujours été l'âge, les groupes d'âge, tu sais, les jeunes avec les jeunes, les plus vieux. Puis le fait d'avoir 2 frères plus vieux, j'avais accès à pas leur maturité, mais leur discussion. Tu sais, j'étais toujours l'avant-gardiste à ma classe des nouvelles musiques parce que j'avais 2 frères qui étaient vraiment au courant de ce qui se passait. Fait, tu sais, j'avais cette gang-là, puis c'est comme si ça a brisé les âges. Ça a brisé parce que, tu sais, il y a de l'âgiste dans la société, tu sais. Un de mes meilleurs amis a 84 ans. J'ai un ami présentement que je me fête qui a 17 ans. J'aime tous les segments et chapitres de notre vie. Fait genre, j'ai des gens autour de moi, tu sais, que des fois, je les entends parler un peu des glory days, de leur jeune temps, Puis ils veulent comme pas embrasser le prochain chapitre. Mais je trouve qu'on a tous des beaux chapitres. J'ai tellement, tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup sur le pouce, j'étais un peu délinquant, j'étais bohémien. Je retournerais pas là. J'ai adoré ça, mais je retournerais pas là. Après ça, j'ai rencontré ma blonde, ça a été extraordinaire. On était à 2, une vie à 2. Puis d'un coup, quand les enfants arrivent, je peux pas m'imaginer ma vie sans eux autres. Mais c'est un chapitre
difficile par moment parce que tu vois d'autres carrières d'artistes qui vont partout en Europe, qui voyagent. C'est riche comme carrière. Puis nous, moi puis Viviane, on est des carriéristes. Puis des fois, on se dit, s'ils n'ont pas d'enfants, nous autres, c'est tough. Mais comme je dis, je ne m'imaginerais pas sans eux. Puis eux m'ont tellement enrichi mon œuvre de ce qu'on fait. Je me sens plus humain, je me sens plus connecté. Ils m'amènent de l'humilité, ils m'amènent d'être moins centré sur moi-même. Donc, ça m'a fait de moi un meilleur humain, ces enfants-là. Puis sûrement, j'avais une personnalité très, très intense. Sans rencontrer Viviane, j'aurais peut-être sombré dans les substances. Tu sais, j'avais une liberté, une curiosité. Puis j'ai jamais jugé personne. Fait donc, j'ai un peu tout essayé dans ma jeunesse. Puis je pense que chaque chose qui est arrivée, les rencontres ont fait que, une chance parce que peut-être j'ai arrêté trop loin là-dedans. Ah oui, tu le sais, hein? Oui, je suis intense. Je suis intense dans ce que j'ai fait. Je faisais rien à moitié. Je sens qu'il y avait des dangers dans ma vie. Puis à cause que j'ai embrassé chaque époque de ma vie, j'étais encore en vie. Puis je suis là, puis j'ai envie de partager ça. Puis là j'aime la parentalité. Tu sais, je voulais tout y apprendre, le premier. Après ça, j'ai essayé d'autres affaires. Le séchage à tomates. Après ça, on voyage. Après ça, puis là, il y a des belles choses qui s'en viennent. Là, j'ai parce que, tu sais, la petite enfance, c'est le fun, là, mais tu sais, là, à chaque chapitre qu'ils ont, c'est trippant. Là, je me dis, j'ai hâte d'aller voyager en Inde avec mon plus vieux. Tu sais, là. Puis est-ce que c'est ça, tu dis, bon, on est carriériste, mais est-ce que ça donne comme un autre sens à ta vie aussi d'avoir les enfants? Ben oui. C'est quoi le sens de tout ça à la fin? Tu sais, là? C'est ça. À qui partager ça? Tu sais, à qui léguer ça? À qui donner ça? Ça n'enlève rien aux gens qui n'ont pas d'enfants, par contre. Moi, j'ai des amis que, ils ont une vie tout aussi riche que la mienne, très différente. Puis je pense qu'ils vont léguer à la communauté quelque chose comme un enfant, puis c'est pas une vie moins intéressante. Tout au contraire, des fois, c'est même très, très intéressant. Puis moi, ça m'inspire. Je vis par procuration certaines choses. Mais il faut trouver un sens. Mais il faut trouver un sens, oui. Il faut être bien avec ça. Oui, mais même quand on a des enfants, puis qu'on doit faire justement des choix professionnels qui sont difficiles parce qu'il y a la famille, des fois, il faut retrouver un sens à tout ça aussi. Oui. Tu sais, pour comme endosser pleinement le choix qu'on doit faire sans avoir de regrets. Ça nous permet de choisir plus intelligemment les projets qu'on va faire. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là, si c'est pour m'amener 2 ans à Paris, loin de ma famille, pourquoi j'ai besoin de ça tout de suite? Ouais. Qu'est-ce que ça va m'amener? Je vais prendre un billet d'avion, on va aller à Paris avec la famille, on va triper 3 semaines. Moi, je rêve toujours. Quand j'ai marié Viviane, on s'est mariés, je ne veux pas vivre toute ma vie au Canada. T'sais? J'aimerais ça qu'on vive 1 an ou 2 ailleurs. T'sais. Là, des fois, je le rappelle. Je dis, là, on s'en va en Australie bientôt. Mais ça a pris du temps. En voyage? En voyage avec les enfants. OK. Puis, là, à cause de tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pas le bon temps de partir 1 an, mais on part 6 semaines. C'est une aventure quand même. C'est quelque chose. C'est loin. Eh bien oui, mais ça, c'est quand même un de tes rêves de partir. Oui, voyager. Souvent, je disais que le voyage, quand on est seul, nous ramène à notre identité du moment. Puis nos amis de longue date nous ramènent toujours à qui on était. Puis des fois, c'est important de faire une mise à jour de ce qu'on est maintenant parce qu'on l'oublie. En fait, on la connaît pas, cette personne-là. Puis on reste dans un pattern. Fait un moment donné, j'aimerais ça de temps en temps pouvoir, là, comme les enfants commencent à vieillir, des fois partir peut-être 2 semaines juste seul, quelque part, puis juste sur... Quand j'ai tourné aux Îles-de-la-Madeleine, ça m'a fait ça un peu. Parce que ta famille n'était pas là. Ouais. Non, parce que c'est la fin de l'école. J'aurais aimé ça qu'ils viennent. Mais ça donne un nouvel éclairage sur ce qu'on est au moment présent. Puis le présent est extraordinaire. Il faut être dans le présent. Trop souvent, le dernier jour d'un voyage, on est triste parce qu'on va partir. Puis trop souvent, on est toujours... Tu sais, quand je fumais la cigarette, là, j'ai arrêté, ça fait 6 mois. La dernière cigarette, c'était toujours une cigarette que j'appréciais pas. Parce qu'on est toujours... C'est dur d'être au présent, tu sais, là. T'as raison. Voilà. T'as raison, c'est vrai. Tu sais, quand on part en voyage, avant de partir, on veut tout faire. Je veux dire, on arrive là-bas, puis on a peur que ça finisse. C'est vrai que c'est dur d'apprécier chaque étape. Là, tu as dit, on s'est mariés. OK, ça ressemblait à quoi, votre mariage? Chez mes oncles, en Gaspésie, à Bonaventure. Site vraiment, tu sais, c'est des tripeux, il y a des maisons dans les arbres. Un de mes oncles, pour longtemps, il n'y avait pas d'escalier, c'était une trampoline, il sortait en bas de son balcon puis sautait. Tu sais. Il savait acheter des échasses, mon oncle Gilles. Ce qu'il aimait ça, c'est qu'il a commandé ça, puis il se promenait dans le champ avec ses échasses de sauterelles, il pouvait courir vite avec ça. Tu sais, il était en forme, il a 70 tours de soleil, lui. C'est un fou, là, tu sais, il est énergique, il y a de la vie là, à revendre. Puis on s'était mariés là. Puis Viviane vient de Maria. Fait ça, c'était le party, elle était à Bonaventure. Mais on s'était mariés à l'église de Maria parce que la grand-mère Viviane existe encore. Il y a quand même du monde dans le côté qui était plus traditionnel. Puis ça nous faisait plaisir. Moi, je trouve qu'on pourra revenir à la religion, mais
parenthèse par rapport à ce mariage-là, nous, on pensait qu'il fallait absolument faire un cours de préparation au mariage. Enfin, on était à Sainte-Hyacinthe. À tous les fins de semaine, on suivait ce cours-là. C'était vraiment, on collait pas. On était vraiment, on clashait avec la gang. Puis quand on est arrivé à Maria, puis le prêtre nous a dit « Ah, vous avez suivi le cours de préparation au mariage. C'est dommage, le fun, le monde ne font plus ça. » Mais c'est pas obligatoire. Non. Ah, écoute donc. Hey, on est encore ensemble. Ça se peut que c'est grâce au cours de préparation au mariage. On a appris des choses. Elle sait pas. Ça, c'est drôle, par exemple. Ouais. J'ai travaillé j'ai joué dans une pièce de théâtre sur Carl Sagan, sur les astronomes américains des années 70. Puis Carl Sagan, c'est un vulgarisateur qui regardait le cosmos. Il y avait une émission qui s'appelait Cosmos à l'époque, puis c'est devenu très populaire. Puis tout le monde parlait du cosmos. Il y avait une folie pour le cosmos, tu sais. Puis la vie sur d'autres planètes. Puis ça a été sa quête, un peu tout ça. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah, c'est ça, la religion. Il y a quelque chose dans ce personnage-là de Carl Sagan. Je pense à la religion, tu sais, je pense à la Bible. On a évacué beaucoup la religion de nos vies. Puis moi, j'ai jamais été nécessairement pratiquant ou, tu sais, je pense que Jésus... Pour moi, je suis plus du domaine que c'est un mythe, mais c'est aussi un guide par moment. Tu sais. Puis je pense qu'on l'a évacué complètement, puis je pense pas qu'il fallait tout jeter avec ça. Mm-hmm. Il y avait des fois, je m'inquiète, je sais pas comment transmettre les valeurs, certaines valeurs que j'ai eues de ça à mes enfants. Mais tu sais, moi, je viens d'un milieu très ouvert, tu sais, les gays, tu sais, j'ai travaillé avec les danseurs, je suis très ouvert à tout ça. Fait tu sais, il y a quelque chose que les religions, j'ai toujours clashé. Il y a quelque chose qui marche pas de mon côté, il y a quelque chose de pas moderne par rapport à ça, mais autant que je suis proche de l'Église, partout, tu sais, même à Richelieu, je suis proche de la gang qui va aller à l'Église. Je suis vraiment entre les deux, tu sais. J'ai comme un respect envers la tradition toujours, puis par rapport à ce que les bienfaits, j'ai une certaine ouverture face à ça, mais en même temps, tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour ma gang, mon clan, qui est un peu plus champ gauche de la société, que je trouve que là, il y a un mariage difficile envers ces deux choses-là. Mais que fait-on? Je sais pas, c'est ça. Comment est-ce qu'on transmet certaines valeurs qui est dans notre riche tradition chrétienne? Comment est-ce qu'on va transformer ça? C'est des questions que je me suis posées souvent, tu sais. Mais je le fais, je pense, parce que les humains qu'on est, je pense qu'on a quand même des valeurs qu'on va transmettre. Mais souvent, c'est par l'exemple. On travaille par l'exemple. Ben oui, tu sais, parce que, je veux dire, même si on transmet des valeurs qui sont écrites, mais qu'on les pratique pas, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est fou. Ouais. Tu sais, tantôt, tu parlais de sincérité. Je pense que si tu parles, mettons, de la transmission en lien avec tes enfants, c'est s'ils voient que tu t'impliques socialement, que tu es bienveillant avec les gens, bien, c'est un modèle. C'est un modèle. Moi, j'ai compris ça avec mes enfants quand ils étaient jeunes à un moment donné parce que je me disais, mais comment on pas qu'on impose, mais qu'on propose des traditions, comment justement des valeurs. Et je vais toujours me souvenir, à un moment donné, on était autour de la table et mon fils devait être en 4e ou 5e année du primaire. Puis il y a un ami qui est venu manger à la maison. On était tous autour de la table. Puis là, l'ami, lui, a décidé que tout de suite après le repas, il est parti dans le sous-sol, il a continué à jouer à je sais pas quoi, au jeu qu'il jouait avant. Puis là, mon fils dit, mais c'est donc bien bizarre qu'il est parti comme ça, lui. Fait qu'il va pour le chercher. Il dit, non, mais moi, j'ai fini, je m'en vais jouer. Mais nous, on est toujours restés à la table jusqu'à la fin. Puis après ça, c'était la vaisselle. Tu sais, je veux dire, mais après ça, je parlais avec mon conjoint et je disais, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a instauré sans s'en rendre compte. Parce que pour nous, c'est important, ce moment-là d'échange. Comment ça va? Comment ça a été? Puis des fois, il y en a qui n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas, c'est pas grave. Mais on reste jusqu'à la fin. Et là, mon fils, c'est lui qui m'avait dit, ben nous autres, dans notre famille, on reste jusqu'à la fin, je comprends pas. Et là, j'ai dit, OK, ça veut dire que c'est comme une tradition. Peut-être pas un rituel. Tu sais, c'est comme, ici, c'est comme ça. Mais c'est par l'exemple. Alors que l'autre enfant, c'était différent. Puis moi, quand j'étais jeune, on restait pas à table non plus. Tu sais, je pense que moi, ça m'a manqué quand... C'est une belle façon aussi de se réconcilier avec ce qui nous a manqué d'avoir des enfants. Mm-hmm. Je sais pas s'il y a des choses que tu fais qui t'ont manqué. Tu disais, ça... Moi, avoir des enfants, c'est drôle, c'est la mémoire, parce que j'ai pas une bonne mémoire de mon passé, de ma jeunesse. J'ai beaucoup de choses qui me manquent, mais des fois, c'est sensoriel. Je vois le plus jeune marcher dans un fossé, il y a un petit peu de glace, ça casse sous sa botte, il y a du foin en dessous. Puis d'un coup, cette image-là évoque un souvenir, puis je me rappelle d'avoir marché sur de la glace qui casse. Puis là, le temps s'arrête, ce moment-là, puis là, je marche avec lui je me demande, qu'est-ce qu'on fait là? On se pose rien, on est juste en train de vivre une affaire. Puis c'est très sensoriel. Puis d'un coup, c'est comme si que c'est pas clair comme mémoire, mais c'est très sensoriel. Puis je me retrouve dans mon enfance avec lui au même moment. Puis la musique, c'était ça, tu sais.
Je leur fais découvrir des albums que je n'écoutais plus depuis longtemps parce que là, c'est le fun. Il faut redécouvrir Pink Floyd, il faut redécouvrir Neil Young, il faut redécouvrir les Beatles, il faut redécouvrir Félix Leclerc, il faut redécouvrir les 1755, des groupes que j'ai pris pour acquis, au fil du temps, j'ai arrêté d'écouter, puis que finalement, à cause d'eux, ben là, de temps en temps, je sors un vinyle, puis on l'écoute. Donc oui, les enfants me ramènent. Puis est-ce que tu as des rituels? Avec les enfants? Ouais. On essaye, mais mon Dieu, qu'on a une vie tellement pas... Tu sais, tu parlais, le souper, nous, on se bataille beaucoup là-dessus, mais tu sais, on est dans l'âge. 9 et 4 ans. Le 4 ans, lui, il décolle. Je dis non, Milan, reste à table. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Pas, tu sais, je suis bravo, là. Moi, c'est non, pas... Non, mais ça veut pas... non, mais tough. tu sais quoi? On s'était même pas rendu compte qu'on avait instauré ça, là. C'est cette fois-là qu'on a dit, ah, OK, dans le fond... Il y a un moment, sûrement, tu sais, parce que des fois, il faut travailler. Il faut oui, travailler. Il faut oui, travailler un petit oui. peu. Ça, c'est une petite... Oui. Fait là, on est là-dedans. Mais vu qu'on a quelque chose qui est... La routine est difficile, puis les enfants, c'est important. Mais là, on a un métier que la routine est toujours mis à dure épreuve. Fait donc, on est toujours en train de briser. Ma mère, moi, j'étais un peu élevé là-dedans, parce que mes parents étaient toujours partis. Fait, tu sais, j'ai eu comme une routine un peu déficiente, là. Fait, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui s'adapte plus rapidement aux changements dans ta vie ou quelqu'un qui est plus fragile à ça? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que la routine est réconfortante. C'est quelque chose qui est difficile. Fait donc, nous, les rituels, on essaye, mais on les travaille. Puis des fois, on les échappe. Fait, tu sais, juste comme le rituel d'une journée de parents, tu sais, le lunch, le bain, le soir, l'histoire. L'histoire, ça a toujours été important. Nous, Elle doit pas être ennuyante, l'histoire, là. Ben, c'est sûr que je suis pas du genre Marvel, mais on était dans le Marvel. Si Marvel va aller Marvel. Non, mais on a lu Don Quichotte, on a décollé sur les Grecs. Mon fils adore les... je reviens à Carl Sagan, parce que tantôt, je me suis échappé là-dedans, mais cette pièce-là m'a vraiment travaillé, puis j'en discutais avec Abraham. On était dans un parc, puis il y avait des modèles à 9 cubes. D'un bord, c'est un tic-tac-toe, puis l'autre bord, c'est les 9 planètes du système solaire. Ça donne un indice de la vétusté du modèle. Fait, tu sais, il y a Pluton qui est encore une planète. Puis là, Abraham, qui était jeune à l'époque, il disait, Pluton n'est plus une planète. Je dis, ben, elle est considérée trop petite, on l'appelle une planète naine. Fait là, lui, il était comme si moi, je suis trop petit, est-ce qu'on me considère encore un humain? Une petite phrase cute, non inventable. Fait bref, on commence à jaser, puis il y a eu comme une espèce de déclic pour Abraham sur les planètes naines. Puis là, lui a commencé à tellement me poser de questions par rapport à ça qu'à un moment donné, je ne savais plus qui enseignait à qui. Parce que là, il me sortait des affaires que j'y avais dit, mais j'avais oublié, que genre Iris est plus grosse que l'autre planète, puis la ceinture de Kuiper, puis... Lui, il avait retenu ça. Il retenait tout, c'est une éponge. Mais moi, je suis lunatique un peu, puis je suis moins éponge qu'à 9 ans, 8 ans. Et là, cette affaire-là, cette folie-là des étoiles, puis là, finalement, ben là, je dis, ben écoute, on va apprendre des constellations. Je ne les connaissais pas toutes, mais il y en a 88. Là, j'ai appris ça avec lui. Puis là, chaque constellation, ben, souvent, sont liées avec la mythologie grecque, tu sais. Fait là, tout d'un coup, pour tracer le ciel, ben, si tu apprends la légende, c'est un peu comme Spider-Man. Si Spider-Man avait été là à l'époque, ben, ça aurait été la constellation de Spider-Man, puis la constellation de Superman. C'est que tu as allumé une passion chez ton fils. Oui, mais pour moi aussi. Finalement. C'est ça qui est fou. Puis Ben là, oui. finalement, ben, tu sais, tout le ciel fait du sens quand tu connais l'histoire. Là, tu lis juste l'histoire de Thésée, puis de ci, puis là, Andromède est là, puis là, lui est là, puis lui est connecté avec... Fait tout d'un coup, tes constellations de l'hémisphère nord, tu les connais à cause que tu connais les Grecs. Puis là, on revisite souvent l'histoire des Grecs avec Abraham, puis parce que c'est pas plate, c'est le fun, c'est de la mythologie intéressante. Puis ça l'a éveillé aussi sur les différentes religions du monde, sur la spiritualité. C'est quand Grandma vient, ma mère, la sorcière, ben, elle évoque des choses en lui que des fois, il me pose des questions le soir. Elle dit les esprits, là, je dis Comment je te dirais bien ça? Comment je pourrais t'expliquer Mais ça? j'ai pu, grâce à ça, malgré qu'on est un peu genre de famille peut-être pas si pratiquante que ça, lui parler quand même de Jésus à ma façon, mais comme un mythe, comme il a existé ou il n'a pas existé. Et toi, tu l'as déjà été. Oui, je l'ai déjà été. Je l'ai interprété en plus. Tu as déjà été Jésus. Mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. À quel besoin profond elle répond à Viviane, ta blonde? Ah, mon Dieu, Viviane, c'est un ange gardienne. Elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé dans le sens que je pense que mutuellement, ça va pas juste un sens. Je pense que je lui ai apporté de quoi, puis elle m'a apporté de quoi. Elle m'a éveillé sur la musique plus, parce que j'avais ça dans moi. J'ai toujours fait de la musique, mais tu sais, avec elle, ça a été plus loin parce qu'elle m'a donné confiance dans ce milieu-là. Elle m'a groundé. Elle a fait que... Tu sais, dans mon remerciement envers Viviane, je la considérais à Jupiter. Jupiter, qui est cette énorme planète de gaz-là qui prend tous les satellites, puis tu sais, qui nous protège un peu de se faire ramasser par une lune quelconque qui arrive d'une autre galaxie. Donc, elle tient en orbite tous nos satellites. Elle a une gestion du temps. Tu sais,
Oui, c'est une blonde typique, des fois, qu'on pourrait dire. Tu sais, elle gère beaucoup de choses. Mais j'essaie de partager quand même avec elle beaucoup de ce qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle ça? La charge mentale. La charge mentale. Tu sais, cette charge mentale-là, j'essaie de vraiment partager, d'être un homme moderne avec elle. Mais c'est sûr qu'elle a une facilité plus que moi par rapport à ça. Viviane m'a donné confiance, malgré que j'ai jamais manqué trop de confiance dans ce que je faisais, mais tu sais, une confiance pour d'autres choses que j'avais pas faites avant dans le passé. C'est quoi la question au complet? Mais c'est à quel besoin profond répond-elle? À quel besoin profond? Le besoin de s'enraciner. J'étais un vagabond, j'étais un voyageur, puis je savais pas que j'allais avoir une famille, puis m'enraciner quelque part, puis être heureux dans cet enracinement-là. Donc, grâce à elle, j'ai vécu ça, puis je savais même pas que j'avais ce besoin-là. Fait que ça t'a amené ailleurs. Ça m'a amené ailleurs en restant sur place. Ouais, c'est quand même quelque chose. Et le ciel s'est déplacé au-dessus de mes yeux. C'est beau. Tu pourrais écrire une chanson là-dessus, d'après moi. Alors, le niveau que tu avais hâte, oui, le niveau Eros et compagnie, tu en piges 5, tu vois. 5? Oui, tu en piges 5, t'en choisis une. Eh, mon Dieu. Non, je te dis, là. C'est moi qui les garde. 1, 2. Non, 3. tu me les donnes, je vais te les lire. 4, 5. 5, regarde, tu vas voir, c'est déjà moins stressant. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Quelle est ta définition du désir? Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? C'est pas si pire comme question? Pas si pire. T'as juste à répondre à une. Celle-là. Qu'est-ce que la définition du désir? C'est une belle question. Mais j'ai le goût de répondre à qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans. Ouais. C'est quelque chose parce que j'essaie de l'aborder justement à mes enfants, la sexualité. Puis c'était un peu tabou dans ma famille, malgré que ma mère est très open puis tout ça. Mais disons, on n'a pas parlé tant que ça. Puis moi, j'ai arrivé dans le prime du sida, puis tu sais, les années 90. Je suis parti à 15 ans de chez moi quand même, il faut le dire. Oh, t'es parti déjà? J'étais à Ottawa. Puis tu sais, il y a quelque chose que j'étais un peu naïf par rapport à tout ça. Puis on pense que tout d'un coup, c'est derrière nous, c'est réglé. Nous, Régent Thomas, c'est le docteur Sida. Il vient de Téléroad, proche de Saint-Isidore, de mon village natal. Docteur Thomas, qui c'est vraiment, c'était son cheval de bataille de sa vie, toujours, le Sida. Oui. Puis tu sais, je pense qu'avec... Moi, là, j'ai pas connu Tinder. J'ai rencontré ma blonde, puis on n'a pas connu... On vit par procuration, on trouve ça vraiment fascinant. Quand notre chum, célibataire, joue à Tinder, on est comme, mais voyons, j'aurais aimé ça. Mais bon. On n'a pas connu ça. Mais là, je vois ça, puis je trouve qu'il y a peut-être un risque de dérape par rapport à ça. Je trouve que c'est beau parce que il y a vraiment des jeunes que je rencontre tout de suite que je les trouve extraordinairement ouverts, riches, ils ont une ouverture sur la sexualité foisonnante. C'est comme... Moi, j'avais juste une naïveté. J'aurais aimé ça peut-être plus qu'on m'en parle. C'était très tabou à l'école. Tu sais, j'avais pas... Puis c'est venu avec plusieurs épelailles de comme, tu sais, j'ai pris des risques inutiles quand j'étais plus jeune, puis c'était juste une mauvaise éducation. Puis je trouve que là, on prend pour acquis l'éducation sexuelle, mais je la vois pas tant à l'école que ça. Puis il y a des forces obscures qui se battent contre ça. Puis je pense que c'est important de continuer la communication. Mais c'est parce que ce que je pense, c'est quand tu as tes cours de sexualité en groupe, il y en a des fois qui peuvent poser des questions que tu aurais posées, ou encore quelqu'un pose une question que tu n'aurais pas pensé, puis là, tu apprends. Tu sais, ce qu'avec tes parents, des fois, on peut répondre à certaines questions, mais c'est quand même... On n'est pas toujours habilité à le faire non plus. On m'a dit, en tout cas, là, tu sais, je ne suis pas un spécialiste, moi, je ne suis pas psychologue. Non, mais tes parents. On m'a dit quand un enfant te pose une question, c'est parce qu'il est prêt à avoir la réponse. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est pas? Mais il faut toujours avoir la bonne réponse aussi. Oui, moi, j'ai opté pour être sincère, encore une fois. Donc, oui, des fois, j'ai des propos avec le plus vieux. Je lui dis c'est quoi, tu sais. Surtout que, tu sais, nous, dans notre vie, dernièrement, les 2 dernières années, le père de ma femme a fait son coming out très tardivement. Donc, ça a été une libération pour lui. Puis d'autre côté, de la mère à Viviane, c'était très difficile. J'en parle parce qu'on en a parlé publiquement. Viviane en a écrit dans Urbania par rapport à ça. C'est quelque chose, c'était... Puis je parle de sexualité parce que c'est tout. Ça a tout rapport à ça. C'était une sexualité renfoulée pour lui en Gaspésie, dans le fond, parce que c'était pas permis. Pendant des années. Pendant des années, tu sais. C'était une libération, mais elle m'a amené aussi, genre, pour... sa mère, que c'était très difficile. Puis ça a mis aussi nous autres par rapport à nos enfants qui étaient très jeunes, genre, donc grand-papa, il est gay, c'est quoi, tu sais, parce que je n'aurais peut-être pas abordé tout de suite, je sais pas. Puis à un moment donné, j'ai beaucoup d'amis gays, mais pourquoi tu n'aurais pas abordé gay? Puis je me suis questionné moi-même par rapport à mon ouverture, puis par rapport à mes enfants. Là, fait là, oui, non, on va en parler, mais à l'école, il y a beaucoup encore de jokes contre les gays, il y a encore de l'homophobie parmi les jeunes. Dans mon temps, c'était récurrent, tu sais, là...
j'ai grandi là-dedans, mais je savais pas qu'encore aujourd'hui, puis là, Abraham, ben là, il est forcé à comme, lui, son grand-père est gay, puis donc, il y a un rapport avec les autres, il sait pas quand est-ce intervenir, quand est-ce prendre la parole, défendre ça. Donc, la sexualité, à 9 ans, elle existe. Il est challengé, pas à tous les degrés, mais quand même, il fait partie de la société. Il entend des choses, il y a des questionnements. Donc, j'aurais aimé savoir plus de choses avant 20 ans même, très jeune. J'aurais aimé avoir ce canal de communication là avec mes parents. Puis, voilà. Non, je comprends. Moi, j'avais... il est décédé maintenant, mais j'avais un grand ami qui était gay. Et à un moment donné, il était chez moi. Les enfants étaient jeunes. Puis mon fils, il demande... mais t'as-tu une femme, toi, coudon? Parce qu'il est tout le temps seul. Là, il me regarde... Mon ami me regarde en disant... comme vas-y, ben, il dit... si j'avais quelqu'un dans ma vie... ce serait un homme. Et Charles dit, ben, t'as-tu un mari d'abord? Mais les enfants sont C'était ça, là. Bon, mais toi, t'as un... Et ça a été terminé. Il n'y a pas eu d'autres... On a peur de l'inconnu ou de ce qu'on connaît pas, mais un coup qu'on le sait, puis que ça mord pas, puis c'est comme, tu sais, c'est là dans notre vie. Mais c'est quand on en fait, je trouve, quelque chose de mystérieux ou de dramatique ou de sombre, mais... ça fait partie de la vie. On n'a pas à avoir de jugement par rapport à ça. On montre de la violence à la télévision. On met, ça, c'est les enfants peuvent regarder ça, mais dès que c'est sexualité, c'est 18 ans et plus. C'est comme si que la sexualité est plus grave que la violence. Alors que la violence, écoute, elle est partie dans nos jeux vidéo, elle est partout à la télévision. C'est correct. Ça fait, les garçons, on va chamailler depuis qu'on est enfant, on joue aux épées. Je vis avec ça, mais il faut que la sexualité aussi, ça mais parce fasse partie des vies. Mais cette espèce de tabou-là, c'est aussi une forme de jugement, je trouve. Et il faut arrêter de juger. Tu sais, tu parlais d'éducation sexuelle. Moi, je me souviens que ma fille, à un moment donné, au primaire, elle devait être probablement en 6e année. Elle avait un devoir à faire. Puis elle dit, maman, ce devoir-là, on nous a conseillé d'aller le faire soit dans un café, dans un restaurant, mais pas à la maison, pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui nous entendent. J'étais, ben écoute, c'est intriguant, on va aller déjeuner ensemble. Fait qu'on va déjeuner au restaurant. Évidemment, il y a du monde sur la table, tu sais, sur les tables d'à côté. C'est gênant. Et là, mais moi, je sais pas ce qu'on s'en va faire. Et là, elle sort sa feuille. Et là, elle me dit, bon, qu'est-ce que la masturbation? J'étais, pardon, de quoi qu'on parle? Parfait. Ben, c'est toutes des questions sur la sexualité. Puis, elle dit, notre professeur a dit, ben, parlez-en avec vos parents. Puis, c'est ça, parlez-en ou, tu sais, les autres membres de la famille sont plus jeunes ou. Hey, mais je peux te dire que ça m'a. J'ai pensé à ce moment-là. Puis, si je te parle de ça, j'étais encore mal parce que là, les gens écoutaient. Puis je me disais, mais pourtant, tout est normal. Il faut trouver les bons mots aussi. Mais ça m'a... c'est quoi? Je sais, c'est pas facile tant que ça, quand même, d'aborder ça avec ses enfants. Mm-hmm. Tu veux pas être traumatisé? Tu veux pas... Non, puis des fois, moi, des fois, j'avais comme vraiment... J'ai acheté une couple de livres, je me renseigne, je m'informe. Puis là, un moment donné, il m'a dit, OK, là, on va aller l'année prochaine là. Je suis pas rendu là. C'est parfait. Mais tu sais... J'étais trop libre. mais c'est parce qu'en même temps, il y a des livres intéressants pour l'éveil à la sexualité qui existent. Puis souvent, les sexologues ou les psychologues vont dire, ben laissez traîner ces livres-là dans la maison. Puis votre enfant, il va être curieux. Puis là, il va vous poser des questions parce qu'il y aura comme quelque chose... La fameuse page quand tu es ouvert sur le enfant, ado, adulte, là, puis t'as des bonhommes tout nus, là, c'est l'homme et la femme. Oui. Ma blonde a toujours comme cette image-là qui nous a donc marqué, qu'on était donc bien curieux, puis alors qu'on fermait, qu'on se faisait voir. Tu sais, là. Ben oui. Tu sais, mon père, il a 81 ans, puis il disait que quand il était jeune, tu sais, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de magazine, puis il disait la seule chose qu'on recevait, c'était le catalogue. Puis dans le catalogue, il y avait les pages avec les soutiens-gorge, les brassières. Hey, il dit, on essayait vraiment de s'imaginer comment c'était fait, les seins. Tu sais, parce que quand il racontait ça, là, je disais, mais c'est pas possible. Non, mais on voyait pas de seins nus à nulle part. Je veux dire, avant d'avoir quelqu'un, tu sais, il dit, moi, ma mère, je l'avais jamais vue. Fait que c'était la première fille que j'ai rencontrée, là, tu sais, parce que sinon, j'en voyais pas. Fait qu'il dit, c'était vraiment notre imagination. Puis j'étais, hey, c'est quand même fascinant. Ça a évolué quand même par rapport à ça. Dernière question, Robin. Oui. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui te rend fier? C'est la question opto-réseau. Tu vois, c'est elle qui passe au regard. Je suis fier. Quand j'ai gagné ce prix-là, ce Gémeaux-là, ce qui m'est apparu, puis je l'ai dit une fois en entrevue, mais je ne sais pas si je l'ai vraiment... c'est-à-dire que j'ai pensé à tous les gens qui ont été sur mon parcours pour arriver à là. Ça s'est passé comme un flash. J'étais fier d'être à la hauteur, peut-être, de le temps qu'ils m'ont consacré. Puis moi, je viens d'un milieu où les gens sont vraiment
C'est surprenant, les gens qui m'ont aidé. Les gens d'affaires de Tracadie, un homme d'affaires de Dalhousie, les Habud. Après ça, Madame Légère, Viola Légère. Moi, au conservatoire. Moi, à l'école, le conservatoire. La Sagouine, oui. Parce qu'il faut comprendre que dans la culture, ce qui est vraiment étrange, c'est que, je te comprends en même temps, mais quand on n'est pas du Québec, mais on est francophone hors Québec, on n'a pas de partenariat avec les autres provinces. C'est-à-dire qu'on est considéré, avec la France, il y en a un, mais pas avec l'Acadie. C'est tellement bon que tu en parles parce que c'est méconnu tout ça. Moi, quand je viens étudier l'art au Québec, je suis considéré un étudiant étranger au même titre que de la Suisse ou de l'Allemagne. Donc, c'était beaucoup plus onéreux pour moi. Puis, il n'y en a pas eu beaucoup au conservatoire. Je me dis, je pense qu'il y en a eu 4. Il y a eu Isabelle Cyr, il y a eu Marie-Jo Thériault. Il n'y en a pas eu beaucoup. Puis, donc, moi, c'était difficile. Puis, c'est ça, je travaillais, j'ai fait de mes pièces de théâtre, puis là, les gens m'ont aidé un peu, j'ai ramassé les sous-sols, j'ai fait toutes sortes de job-in pas possibles. Puis à un moment donné, j'y arrivais plus. Puis même le conservatoire m'avait aidé aussi, il y avait comme des fonds. Puis là, le directeur à l'époque avait appelé, parce qu'il avait fait une petite enquête pour moi, il avait fait vraiment un beau travail, puis il y avait une association, en tout cas une fondation Viola Légère au Nouveau-Brunswick. Puis elle m'a appelé, puis elle a dit, je vais t'aider à payer ta dernière année, sinon je devais quitter. Moi, c'était ma 4e école de théâtre, tu comprendras, tu sais. Enfin, je pouvais la finir. Puis je me disais, je suis rendu au bout de la dernière année, puis je peux pas la payer. C'est donc bien tough, tu sais. Viola Légère, puis là, j'ai pensé à elle, j'ai pensé à Diane Laudier, j'ai pensé, tu sais, à cette actrice-là qui m'a aidé dans toutes mes auditions, puis qui a toujours échangé avec moi, puis des gens dans les livres, puis... j'ai eu toutes sortes de jobs dans la vie, mais tous les gens qui ont été là, que j'ai partagé ça, mes parents aussi qui m'ont supporté quand même, ils n'ont jamais... oui, ils étaient très occupés, mais ils m'ont toujours encouragé. Ah, c'est fascinant, tu fais du théâtre. Toujours, tu sais, là. J'étais fier de... C'est drôle à dire, fier de remporter un prix, mais j'étais juste fier de les représenter dans une série, ce rôle-là, plus que le prix. Que François ait cette ouverture-là, puis qu'un personnage puisse dire qu'il vient de Tracadie, même s'il est gnochon philosophique, puis il est drôle, Stéphane, ça fait du bien. Je me disais, moi, ça m'aurait fait du bien de voir ça. Puis là, à un moment donné, quand j'ai remporté ce prix-là, les écoles du Nouveau-Brunswick m'ont envoyé une belle lettre. Ils étaient fiers parce qu'ils étaient les enfants. Tu sais, je comprends l'effet que ça a fait. Moi, ça l'a fait avec Diane. C'est important pour nous, surtout en région éloignée, d'avoir ces petites victoires-là qu'on a, puis de pouvoir les partager avec les gens de par chez nous, puis dire oui, c'est possible. On pense que c'est comme simple, c'est facile, tu sais, mais non, c'est pas à sous-estimer. Puis je connais la valeur de ce que ça veut dire pour des gens, puis j'en suis fier de faire partie de cette petite victoire-là. Parce que ça a une valeur pour ces gens-là et j'aurais envie de dire que c'est un éveil aussi pour plusieurs. De comprendre. Moi, tu sais, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que la langue, tu parles français, soit aussi déterminante dans tout ce que tu as fait. Parce que la langue a une couleur différente. Tu sais, c'est pas grand-chose. Ouais. Tu sais, quand on parle, on se comprend parfaitement. On est dans la francophonie. Et quand tu parles de ça, tu sais, tu sens qu'il y a une coupure. Tu sais, c'est-à-dire, t'as créé comme un pont. Tu sais, quand tu dis, quand tu arrives ici, tu es comme un étudiant étranger. C'est comme une relation... Tu sais, mon nom de famille, c'est cool. Déjà, je ne suis pas un Leblanc, je ne suis pas un Cormier. Tu sais, j'étais déjà un Acadien particulier. Ouais. Tu sais, je suis comme avec des ancêtres écossais. J'ai toujours fasciné. J'ai toujours été un anglophile. J'ai aimé cette langue. Je l'aime encore, l'anglais. C'est pas pour rien, j'écris de la musique en anglais. Je me sentais comme Roméo et Juliette qui n'a jamais eu le droit vraiment d'aimer l'autre langue, mais je l'ai aimé. Oui, mais en même temps, ça fait partie de ta culture. Puis, tu sais, au Québec, j'ai eu la misère à trouver mon chemin. Tu sais, il y a des écoles que j'ai pas pu finir parce que j'avais un accent particulier, puis qu'on m'a remercié. C'est pour ça que tu as fait 4 écoles. Pas toujours la même raison, mais ça, c'en est une. Tu sais, là. J'ai fait plusieurs essais-erreurs, puis, tu sais, j'ai jamais pu terminer. Mais cette langue-là a été des fois quelque chose de bénéfique, puis des fois un défi. Puis ça m'a remis en question souvent. Puis j'ai eu une relation amour-haine avec cette langue-là. Si je l'aimais encore. Là, je la redécouvre, mais avec qui je suis pour de vrai. C'est comme, je pense que c'est une aventure d'être humain, puis d'être sincère envers qui on nous. Puis on est tellement particulier, chacun humain sur Terre. C'est ça qui est magnifique. Je suis pas le porte-étendard des régions, je suis pas le porte-étendard de l'Acadie, ni de la francophonie. Je suis juste quelqu'un qui vit dans un pays qui s'appelle le Canada, puis j'ai des ancêtres tant anglais que français, et une sensibilité aux Autochtones, puis à tous les gens exclus de la société. Peut-être c'est pour ça aussi que, genre, tu sais, j'ai une sensibilité envers mon beau-père quand il a fait son coming out. Tu sais, c'est une communauté que
qui est proche de moi, que je trouve qu'ils ont encore un combat à mener, le LGBTQ+. Puis je pense que ça, bref, j'aime les exclus, j'aime les causes perdues. Je me sens un peu comme Wraith dans Gone with the Wind. Je comprends. Ce film un peu bizarre qui peut-être cancellé. Oui, absolument, bref, mais qui date aussi, qui date de pas mal d'années. Mais tu dis, je suis pas un porte-parole, mais c'est une inspiration. Tant mieux si je le suis. Puis si c'est ça, quand tu regardes, qu'est-ce que tu rends fier? Bon, je suis fier de ça. D'être une inspiration. Et pourquoi en fait, pas pourquoi. Est-ce que tu penses faire carrière en anglais? Parce que tu pourrais aussi. Ah, j'ai essayé, mon Dieu. Ah, t'as essayé? Ben oui, j'ai eu quelques rôles ici et là, J'ai dit, non, mais tu sais, le monde de l'anglais. Mais non, moi, la planète, pour moi, tu sais, j'ai assez d'apprendre l'allemand pour aller jouer la tournée. J'ai tout traduit mon show en allemand de Mentana parce qu'on avait quand même un petit succès en Allemagne dans une histoire pas possible. Fait donc, pendant la pandémie, à tous les jours, je faisais 2 heures d'allemand. Puis j'ai tout fait traduire mon show en allemand, puis je l'ai travaillé en allemand, parce que je me disais, peut-être qu'on pourrait percer en Allemagne. Moi, j'adore le monde, j'adore les défis pas possibles. Puis oui, si j'avais l'opportunité de travailler en anglais, je le ferais certainement. Puis est-ce que tu parles allemand? Écoute, je suis baragouine, je peux te parler, non. Non, je peux pas dire que je parle. Mon frère, j'ai un de mes frères qui le parle très bien, qui étudie là-bas. Mon autre frère qui va souvent puis qui le baragouine mieux que moi. Mais tu sais, avec mes enfants, tu sais, faudrait que j'aille... J'étais juste à la ligne, faudrait que j'aille en Allemagne 6 mois puis je parle juste l'allemand, mais tu sais... J'abandonne pas. Je travaille ici et là. Mais avec un texte écrit, là, je suis capable de me débrouiller. Je serais capable de faire un spectacle en allemand. Bien là, j'en reviens pas. Fait que toi, ta musique est écoutée en Allemagne, là. Oui. On a joué 3 fois pour l'ambassadeur de l'Allemagne ici à Ottawa. Il y a eu un documentaire qui a été fait quand Abraham est né, mon plus vieux. On avait fermé nos téléphones, puis finalement, on veut réécrire à la famille, dire tout s'est bien passé, c'était rock'n'roll, comme tous les accouchements sur la Terre. Et là, le premier courriel que j'ai, c'est un Allemand, c'est la ZDF, qui dit, il est à New York. Il dit, oui, on aimerait ça on fait un documentaire sur le Canada, chacune des provinces. Puis pour le Québec, c'est le Festival de jazz. On est un comité, on a écouté les artistes qui allaient performer au Festival de jazz. Puis maintenant, on trouve que c'est très canadien. Puis on aimerait ça vous suivre. J'ai dit ça à Viviane, qui est un peu, tu sais, dans les vapes. Elle dit, ouais, OK. Oui, monsieur, oui, il n'y a pas de problème. Et là, on oublie ça. Juillet arrive, Festival de jazz, ça débarque-tu pas, c'est une gang d'Allemands. Elle a une équipe, ça nous suit partout dans les shows, Festival de jazz. Comme, voyons donc. Ils sont super gentils, mais c'est pas la petite affaire. Puis là, on oublie ça. Janvier arrive, c'est diffusé en Allemagne. Et là, on a vendu un album en allemand. Il y a un Allemand qui nous a écrit « Hey, j'adore votre musique ». Un autre Allemand, mais sur Bandcamp. Bandcamp, c'est comme une plateforme pour les artistes très indépendants, pour vendre de la musique. Puis là, finalement, vend. Là, je suis à la poste à tous les jours, j'amène des vinyles, je comprends pas ce qui se passe, le documentaire. Puis là, on check iTunes Allemagne. On est numéro 1 folk and blues. Puis là, l'ambassadeur veut nous accueillir. Fait là, puis à chaque fois que le documentaire a passé, on est revenu, puis on en vend encore. Fait on a un fanbase en Allemagne. On a tourné en Italie, mais on n'a jamais tourné en Allemagne. C'est une chasse, c'est très difficile de percer en Allemagne. Puis là, je me suis dit, hey, on va apprendre le show en allemand, j'ai envoyé des capsules, ça n'a toujours pas marché. C'est un projet sur la glace, mais j'abandonne pas le rêve. C'est fascinant. Fascinant. Quelle belle rencontre. Quelle rencontre, je trouve. T'es vraiment inspirant, puis t'es différent. Il y a quelque chose de... tout est possible. Quand je t'écoute, tout est possible. Tu sais, le fait que tu danses le baladi, déjà, ça... J'aimerais ça, voir ça, ça m'intrigue. Non, mais c'est parce que t'as pas de barrière. Pas de barrière. Ouais. Libre. Oui, toujours. Sincère. Hein, tu l'as dit souvent dans cette rencontre-là. Sincère. Tu nous as parlé beaucoup de ta mère aussi. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette femme-là? Ma mère, mon père disait à ma mère, arrête de dire que tout est possible. Je dis, il va y avoir des déceptions. Tu sais, je me rappelle de cette discussion-là avec mes parents, puis ma mère a toujours dit, justement, Robin, tout est possible. Vas-y, tout ce que je disais, elle disait, ouais, vas-y, tout est possible. Moi, je voulais être premier ministre quand j'étais enfant. Oh, quand même. Ça, j'ai voulu être astronaute. Ma mère, dans la politique, m'a toujours fait regarder les politiciens avec beaucoup d'admiration pour ce travail-là, de peu importe quel parti qu'ils étaient. Puis je trouve qu'on est dur envers nos politiciens. Puis elle m'a transmis cet amour-là pour les gens qui se présentent en politique. Et j'ai un ami présentement qui vient de faire une course là, pour le Parti vert. Donc, il n'a pas rentré, mais il a mené une sacrée bataille au Nouveau-Brunswick. Serge Brideau, mon meilleur ami d'enfance. Puis je trouve ça tellement admirable. Puis je trouve que c'est des gens qui sacrifient beaucoup. Puis c'est ça, depuis que je suis assez jeune, c'est toujours il y a quelque chose qui m'a toujours tenté par ça, mais je ne l'ai jamais fait. Puis je pense pas que je vais le faire parce que j'ai un parcours un peu trop hétéroclite. Puis
Je pense qu'on pourrait me prendre sur toutes les choses que j'ai faites de ma vie, dont avoir, tu sais, fumer du pot puis faire des mushrooms, je sais pas, tu sais, là, dans mon plus jeune temps. Ça serait pas bon. Je pense que ça serait pas bon. Je pense que fait, tu sais, j'oserais pas. J'ai trouvé Serge très courageux de faire ça, tu sais, parce que surtout les artistes, tu sais, on a peut-être un parcours un peu qui convient pas à tout le monde, mais c'est important qu'on soit représenté aussi. Fait oui, voilà. Je m'écarte à chaque fois. Si tu me parles d'autres fois, on va partir non-stop, il n'y aura pas de fait. Non, mais c'est bon, c'est terminé, mais c'est parce que j'adore t'entendre parler d'un paquet de choses. Ben merci d'avoir été là. Puis, j'ai envie de saluer Angelina. Angelina, oui. Angelina, parce que quelle femme vraiment incroyable que tu nous as fait aimer sans la connaître parce que tu as dit que c'était une sorcière. Déjà, c'est intriguant. Mais merci, puis en tout cas, ta sincérité fait du bien. Merci à vous. Vrai. Alors, merci beaucoup, Robin. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Quel ouvre ton jeu. Tellement le fun de découvrir quelqu'un comme on vient de le faire, là. Alors, on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.